Cette édition du dimanche 23 juin 2024. Bien le bonjour à tous et merci d'être sur STV. Carte nationale d'identité, visa, le chef de l'État fait grimper les prix. Le président de la République a signé ce 20 juin une ordonnance modifiant et complétant certaines dispositions de la loi de finances du 19 décembre 2023. Selon le texte, il faudra désormais débourser 15 500 francs pour établir sa carte nationale d'identité. Les prix de visa et des cartes consulaires sont également revus à la hausse. On en parle dans un instant. Dette publique, le top management de la Caisse autonome d'amortissement était face à la presse il y a quelques jours à Yaoundé. Au menu, l'endettement du Cameroun. On apprendra que le pays continue à s'endetter pour financer les projets de développement destinés à booster la croissance. Ce midi, nous parlons de la soutenabilité et même de la qualité de la dette. Et pour sortir de cette émission, en un tour de table, nous parlerons santé dans une correspondance adressée au ministre camerounais de la Santé publique. Le Fonds mondial de lutte contre le paludisme, la tuberculose et le VIH-Sida pointe des dépenses non conformes de l'ordre de 850 millions de francs CFA prélevés de la subvention. Selon le quotidien Mutation, le gouvernement a 60 jours pour justifier ses dépenses ou alors rembourser l'argent. On parle de tous ces sujets avec vous, professeur Alaka Alaka. Vous êtes enseignant, vous êtes également fiscaliste. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation ce dimanche. Bonjour Leïla, merci de m'avoir associé à ce débat. Et bonjour également à tous vos téléspectateurs et un très grand bonjour à mes copanélistes. Alors, j'aimerais qu'on revienne justement sur la déclaration de l'impôt sur le revenu par personne avec vous. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Qui est concerné? Ah ben d'accord, vous savez, l'administration fiscale, notamment accompagnée de l'État du Cameroun dans sa politique fiscale en 2024, a mis en place un système d'élargissement de l'impôt par le principe de déclaration. Ce principe de déclaration touche en réalité les personnes physiques. L'égalité de tous, c'est quelque chose qui doit être partagé dans notre pays parce que s'il y en a qui payent et il y en a qui ne payent pas, ce n'est pas une très bonne chose. Pour que ce soit donc une bonne chose, on a pensé que tout le monde doit être concerné. Je reviens dans votre question, tout le monde doit être concerné. Ceux qui ont des revenus fonciers, des revenus du patrimoine, ceux qui ont d'autres revenus, des revenus mondiaux, des revenus issus notamment ce qu'on appelle les influenceurs et autres influenceuses qui ont d'énormes revenus mais qui jusqu'ici ne supportaient pas le poids de l'impôt, créant une pression fiscale aux autres contribuables. Vous savez, jusqu'ici, c'est les entreprises, personnes morales qui étaient concernées par les déclarations, alors que les personnes physiques n'en étaient pas. Depuis 2002, on avait introduit le principe de la retenue à la source avec la réforme de l'IRPP qui avait supprimé les déclarations. Donc, quand on était travailleur, on était bénéficié des traitements salaires, rentes, pensions et autres. Lorsque c'était retenu à la source, on ne déclarait plus. Or, ceci a créé une espèce de laisser-aller au point où d'autres personnes qui génèrent des revenus et qui doivent contribuer, je ne parle pas de la politique fiscale de l'État, et qui doivent contribuer au développement du pays ne le faisaient pas. Il fallait donc qu'on arrive à cette situation où, au 30 juin de cette année, avec cette réforme, tout le monde devra déclarer ses revenus pour être, n'est-ce pas, bénéficiaire du certificat de conformité fiscale. Je vais vous dire une chose. C'était bien pensé, il faut le reconnaître, parce que le certificat de conformité fiscale qui a été mis en place au détriment de l'attestation je ne sais pas pourquoi ce mot m'échappe toujours. Non-redevance. L'attestation de non-redevance. Merci Yamtimba. L'attestation de non-redevance, on a mis en place un certificat de conformité. Ce document... Juste pour savoir, le certificat de conformité fiscale, c'est ce qu'on appelle également l'attestation de conformité fiscale. C'est ce qu'on appelait avant l'attestation de non-redevance. D'accord. Voilà. C'est-à-dire c'est ça qui prouve que vous êtes en règle avec votre pays. Vous êtes en règle avec l'État. L'État qui vous protège. Parce que c'est mission régalienne. Quant à la faisabilité, c'est un autre débat, mais l'État est censé vous protéger, l'État est censé vous permettre de glaner votre revenu, et lorsque vous avez ce revenu, l'État devient actionnaire de votre revenu et vous devez lui donner sa part. Donc il y a des gens qui échappaient à l'impôt
Et on a dit, à partir de 2024, tout le monde va maintenant déclarer. Ça nous permettra de savoir qui échappe à l'impôt. Ça veut dire quoi? Si je loue chez vous, ça risque de ne pas être le cas, bon, c'est pas grave. Si je loue chez vous, moi, dans ma déclaration, je dirais que je loue chez vous. Oui. Maintenant, à l'évaluation, on va se rassurer si vous avez fait votre déclaration de revenus. Automatiquement, le système va sortir votre nom comme n'ayant pas fait votre déclaration à vous des revenus fonciers que vous bénéficiez. En ce moment, ça va être très difficile pour vous d'obtenir un certificat de conformité fiscale qui vous permettra, si demain vous voulez être conseiller municipal, d'avoir un dossier complet. Sinon, vous n'aurez jamais un dossier complet qui vous permettra, si vous voulez sortir du pays, de montrer patte blanche. Donc, cette réforme fait en sorte que tous les titulaires... Parce que ce que vous dites également, c'est que si on n'a pas l'intention de sortir du pays, si on n'a pas l'intention de se présenter à un poste qui demande l'attestation de conformité fiscale, on peut toujours passer entre les mailles du filet. Non, parce que vous aurez besoin d'un compte en banque un jour. Et on vous demandera également ce papier. Vous aurez besoin de l'administration fiscale pour tel ou tel problème. On vous demandera le certificat de conformité fiscale qui tend à être aujourd'hui comme l'élément fondamental de la vie d'un citoyen au Cameroun, comme ça se passe d'ailleurs ailleurs. Donc il faut craindre de tomber dans cette situation parce que les conséquences peuvent être terribles. Vous n'avez pas déclaré, vous pouvez être considéré, si les faits sont avérés, de fraudeurs, et ça, vous êtes passible de passer devant le juge correctionnel ordinaire si des montants sont en dessous de 50 millions, et si c'est au-dessus, eh bien, c'est le TCS. C'est un peu comme si vous avez détourné en amont le revenu de l'État. Vous êtes passible des poursuites au même titre que celui qui a détourné les revenus de l'État en aval, dont les gestionnaires de crédit et autres. Voilà, donc il faut... Mais sans gendarme pour vérifier les informations qui seront données par les uns et les autres. Qu'est-ce qu'on attend? J'interroge la faisabilité du process. Parce qu'aujourd'hui, on parle de tout le monde, on parle des gains, de tontines, on parle des propriétaires fonciers. Mais je veux dire, c'est chacun qui remplit sa déclaration. Il n'y a personne pour vérifier les informations qui sont données. Ah, attention, le danger avec l'informatique, c'est que si vous donnez des informations erronées, vous allez vous faire prendre. Parce que les informations seront recoupées automatiquement par le système. Donc la déclaration se fait dans le site, dans la plateforme de la Direction générale des impôts, où on vous demande un certain nombre d'informations que vous donnez librement. C'est pour ça qu'on dit que le principe étant déclaratif, c'est chacun qui dit voilà mes revenus. J'ai un titre foncier, donc logiquement, je suis assujetti à la taxe foncière. Et lorsque vous allez mettre le numéro de votre titre foncier, il y a une case où on vous... C'est un exemple. Il y a une case où on vous demandera de remplir la superficie. Une autre case où on vous demandera de remplir le coût de l'investissement sur ce terrain. Et puis après, le montant total va sortir. Et automatiquement, l'avis de paiement, l'avis d'imposition, va sortir automatiquement à la fin de la déclaration. Et vous devez payer également immédiatement. N'attendez pas, il faut payer tout de suite. Par tout moyen, par tout mode de paiement disponible. Voilà. Et ça, c'est valable pour tout. Même les footballeurs, là, ils vont déclarer. Même ceux qui sont à l'étranger, je voudrais vous dire que le gouverneur a déjà fait sa déclaration. Tous les hauts fonctionnaires de Douala ont déjà fait leur déclaration. Le Premier ministre a déjà fait sa déclaration. Mais on constate justement que l'information n'est pas arrivée partout. Parce que cette semaine, nous avons essayé d'interroger certains Camerounais qui n'étaient même pas au courant du fait que le deadline soit fixé au 30 juin. L'information est arrivée. Pourquoi il dit que l'information est arrivée? Mais on n'a pas vu les conséquences de l'information. La déclaration, c'est la conséquence de l'information. Tout le monde sait qu'après le vote et la promulgation de la loi de finances 2024, on a dit que les influenceurs paieront désormais des impôts. C'est ça qui est passé dans tous vos médias. Oui. Mais comment ils vont payer? C'est après une déclaration dont le deadline était fixé au 30 juin 2024. Et le 30 juin, c'est dans quelques jours. Donc, vous dites que ça concerne tout le monde. Mais tout le monde, même les absolument tout le monde. Déclarer, oui, absolument tout le monde. Parce qu'après, il y aura des désagréments. Et je vais vous dire, la qualité de la réforme qui va satisfaire aux hommes politiques, c'est que cette réforme, subséquemment, entraîne l'application de l'article 66 de la Constitution, dans la déclaration des biens.
Elle est là-dedans, oui. Elle est là-dedans. Et c'est pour ça que la Direction générale des impôts au ministère des Finances a anticipé en créant une cellule de gestion des hautes personnalités. C'est-à-dire qu'à Yaoundé maintenant, lorsque vous êtes une haute personnalité, c'est Yaoundé qui vous gère. Il y a une cellule spéciale pour ça. Donc là-bas, on va vérifier année après année. Ce que vous dites, c'est que les gens de Yaoundé ont déclaré leurs biens? Oui, bien sûr. Non, ils peuvent ne pas déclarer, mais ils se feront prendre. Ils peuvent ne pas déclarer, ils se feront prendre. Pourquoi? Parce que si vous avez un titre foncier avec un immeuble dessus, vous n'avez pas déclaré. Votre locataire a déclaré. On vous convoquera pour vous demander, mais comment ça se fait que votre immeuble n'existe pas dans votre déclaration? Voilà. Donc il faut dire la vérité. Et maintenant, ces hommes qui gèrent nos biens publics, à partir de 2024, on va commencer à auditer leurs déclarations pour voir l'évolution de leurs richesses et la progression de ces richesses. Et maintenant, demain, lorsqu'ils ne sont pas, ils ne sont plus dans les... Ils ne sont plus en fonction? Ils ne sont plus en fonction dans la classe dirigeante. On verra à peu près, à partir de juin 2024, ce qu'ils ont pu glaner comme revenu jusqu'à leur départ. D'accord. Et on peut analyser avec une petite poupe l'ascension ou bien de leur richesse, de leur fortune. Donc c'est déjà, ça résout beaucoup de problèmes. Le retour de la déclaration des revenus des personnes physiques. Ça résout, ça résout beaucoup de problèmes en même temps. Et moi, je pense que ce n'est pas du tout une mauvaise réforme, puisque si on veut que notre pays se développe, en attendant que nous puissions être propriétaires de nos ressources, du sol et du sous-sol, un autre panéliste connaît bien ces choses, c'est bien par l'impôt que nous pouvons quand même survivre. Il y a des pays qui n'arrivent pas, n'est-ce pas, à ce niveau de rentabilité de l'impôt comme le Cameroun. Or, sauf que le Cameroun a beaucoup de charges, beaucoup de problèmes, et il se pose un problème d'élargissement parce qu'on se rend compte que, selon les autorités de Yaoundé, que la pression fiscale est faible. Or, dans les pays de même niveau de développement que nous, la pression fiscale se situe pour certains pays autour de 30-35%. Mais nous, on oscille encore autour de 14%. Bon, on n'est pas sur le débat de la pression fiscale parce que pour moi, elle dépasse 20%. Ça dépend du calcul qu'on fait et ça dépend des ratios, des éléments qu'on met en place dans le calcul du PIB et dans le calcul des prélèvements obligatoires. C'est un autre débat. C'est pour dire que au 30 juin 2024, tous les Camerounais doivent avoir eu à déclarer leurs revenus, y compris vous, Leïla. Y compris vous, parce que STV a déjà déclaré vos revenus. Chaque mois, on vous demande de régulariser, mais vous n'aurez plus rien à payer parce que ça a été retenu à la source. Maintenant, cette régularisation ne devrait pas vous poser un problème. Et le patron de STV, individuellement pris, après qu'il ait eu à déclarer ses revenus pour STV, qui ont déjà supporté l'impôt, devra déclarer lui-même ses propres revenus en tant que personne physique. Et vous savez très bien que beaucoup de gens ont échappé au paiement de leurs propres impôts. Je prends le cas d'un propriétaire d'université privée. Oui. Il y en a beaucoup au Cameroun. C'est vrai qu'ils rendent un service public. Ils ont une mission de service public, mais après, ils dégagent des bénéfices. Ces bénéfices-là, qui appartiennent logiquement à l'institution, sont considérés comme leurs revenus à eux, parce qu'ils auraient payé toutes les charges. Sauf que ça, ils ont déjà déclaré. Maintenant, on attend que ce revenu-là, qu'ils disent qu'est-ce qu'ils en ont fait. Et s'ils ont payé des impôts, en tant qu'individu, parce que c'est leur bénéfice à eux, personne physique. C'est autant de choses que la politique fiscale mise en place en 2024 a voulu corriger pour faire de l'impôt un élément essentiel, un maillon essentiel du développement de notre pays. D'accord. Merci en tout cas, professeur Alaka, d'avoir accepté notre invitation. J'espère que les téléspectateurs ont été suffisamment édifiés. D'ailleurs, je rappelle que vous êtes l'invité du journal. Ça va s'arranger. Ça va s'arranger un peu plus tard. Vous êtes l'invité du journal ce lundi sur STV.
Face à vous, nous recevons M. Dominique Yam Timban. Il est universitaire. Bonjour, M. Yam. Bonjour. Timban. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce dimanche. Mais écoutez, c'est moi qui suis honoré par cette invitation et je salue tous ceux qui, mes copanélistes et ceux qui nous regardent en ce moment. Est-ce qu'il y a un sujet en particulier qui a retenu votre attention cette semaine? Non. Pas spécialement. Là au pif, non. Non, pas du tout. Même pas l'athlétisme? Non, pas du tout, pas spécialement. Vous avez l'intention de passer à Japoma? Non? Non. Ça vous intéresse pas? Non, je crois qu'il y a trop de risques. C'est-à-dire? C'est pas achevé. Je ne veux pas aller prendre le risque d'aller sur un site inachevé. Je veux dire, des compétitions de football se sont quand même jouées au stade de Japoma. Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas comment on a fait pour s'en sortir, mais les images que j'ai vues cette semaine, c'est inachevé. Et je ne peux pas prendre ce genre de risque. Non, disons que cette semaine, il y a peut-être 2 ou 3 petites choses qui sont passées quasiment, je crois que c'est peut-être inaperçu pour le grand public. Oui. Mais il y a des éléments très forts liés, par exemple, à la question de l'électricité dans notre pays. Et on a vu dans beaucoup de... C'était souvent des manchettes, pas grand-chose dans la presse, mais c'était des villes dans lesquelles les gens se plaignaient de n'avoir pas d'électricité depuis des mois, depuis des semaines. Et dans certaines villes, c'est-à-dire que les délestages, c'était pendant plusieurs heures par jour. C'est de nature à créer de très sérieux problèmes, parce que là, on vient d'entendre le professeur Alaka expliquer de façon très détaillée, simple, ce que chacun doit faire. Mais l'État, qui doit devenir un État entrepreneur, parce qu'en réalité, le contexte dans lequel ce principe de la déclaration automatique et pour tout le monde se fait, malheureusement est un contexte dans lequel l'État a du mal à avoir des ressources. Et il va donc chercher là où il peut avoir. Et beaucoup de Camerounais ont l'impression que l'État vient chercher l'argent dans leur poche parce qu'il ne sait pas créer de l'argent. On a l'impression que ce n'est pas le cas. Je dis ce que les Camerounais ont dit, mais factuellement c'est ça. C'est-à-dire que l'État ne sait pas gérer, ne sait pas créer de l'argent. Les entreprises publiques sont extrêmement endettées, ne dégagent pas vraiment de bénéfices. Et on a vu tout ce que la CDC était de collecter un peu partout dans les banques. Et du coup, la question se pose de savoir comment est-ce qu'on va arriver à régler le problème de l'électricité, puisque c'est la base de l'industrialisation, c'est la base de la création des richesses, de la fabrication des richesses, des produits dans les pays. Et c'est une préoccupation extrêmement forte. On en parlera peut-être quand on parlera de la dette tout à l'heure. Oui. Donc c'est probablement l'une des choses apparemment insignifiantes qui ont attiré mon attention. Et je me suis dit, ah là, on a des problèmes en ce moment. Merci en tout cas d'être avec nous ce dimanche à côté de vous. Serge Henri Kelbé, militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bonjour. C'est ça, bonjour. Merci d'être là. Bonjour Leïla Ganzeux, bonjour à tous mes chers copanélistes. Je suis très honoré de partager ce plateau, n'est-ce pas, ce dimanche. Je dis bonjour à tous ceux qui nous regardent depuis la maison. Est-ce qu'il y a une actualité également qui a retenu votre attention cette semaine? Plusieurs, mais avant de donner mon opinion très rapidement. Voilà, vous voulez saluer les efforts du ministre de l'Éducation, du ministre des Sports et de l'Éducation physique? Non, pas du tout. Je vais en parler, mais je voudrais dire tout de go que je suis très embêté. J'ai été très gêné de suivre le professeur Alaka tout à l'heure, parce que de sa génération, ce sont des socialistes. Et je connais le président Paul Biya comme un socialiste démocrate. Et des gens d'une certaine génération ne peuvent pas devenir subitement des libéraux à outrance. Ces lois sont très mauvaises. Elles sont très mauvaises. Dites-nous. Je tiens d'abord par vous dire que moi, ministre des Finances, le budget du Cameroun aurait atteint 10 000 milliards depuis, sans que les Camerounais ne souffrent. Comment? Vous savez, je ne voulais pas commencer à développer cela parce que j'ai 2 sujets qui me préoccupent. La course internationale d'athlétisme et puis peut-être la carte d'identité, on va en parler. Mais je vais vous dire très rapidement. Oui.
Et je vais ajouter que moi, ministre des Finances, en 2025, la Sonara aurait été fonctionnelle. Comment on peut être dans un pays comme le Cameroun, où nous avons la téléphonie, qui génère énormément d'argent. On ne peut pas aller puiser l'argent dans la téléphonie. Nos compagnies téléphoniques ont plus de 25 millions d'abonnés. Nous cumulons plus de 120 millions de minutes de communication par jour. C'est des milliards et des milliards. Si on prélevait, parce que regardez la structuration des prix des hydrocarbures que la CSPH a sorti, pour qu'on arrive à 875 francs un litre de super. Jusqu'à la loi de finances de 2023, la Sonara recevait aide à la raffinerie, plus de 42 francs par litre. Quand on commande plus de 2 milliards 500 millions de litres de carburant, en 4 ans, on aurait payé la dette de la Sonara, on l'aurait restituée. Maintenant, comment on va arriver à 10 milliards de budget? 10 000. 10 000 milliards de budget de francs CFA. Mais madame, c'est simple. Le chef de l'État, je vous dis, est un socialiste. Socialiste démocrate, même pas libéral. C'est que nous avons ces jours-ci, depuis 2005-2010, une panoplie de jeunes collaborateurs qui pensent que tout azimut, il faut aller prendre dans les poches des Camerounais. Sur le regard, ils appliquent sur le regard. Je vous dis que, Madame Ganze, écoutez. D'accord. Le Cameroun est signataire du protocole de Brasilia, de Kyoto, de Paris, dans la COP21 et puis et tout. Ces femmes qui braisent le poisson là, qui polluent, elles doivent payer, ne serait-ce qu'un minimum. Tout simplement parce que le Cameroun a une politique écologique. Pourquoi le Bensikina qui a sa moto, qui a une recette de 3 000, 5 000 par jour, paye? Mais une dame qui vous braise 20, 40 poissons, le poisson à 5 000 par jour, ne payerait pas 10 000 francs par an. 10 000 par an, avec une carte répertoriée aux impôts. Voilà une niche d'argent. Mais je vais aller plus loin. L'économie de nuit, sortez dans nos grandes villes, Douala, Yaoundé, Bafoussam. Allez voir comment les gens prennent des vins frélatés à 13 000, 16 000. Ils viennent vous les vendre à 40, 70 000. Il faut taxer l'économie de nuit parce qu'elle est nuisible, elle conduit à la dépravation des mœurs et ainsi de suite. Mais là où je veux vous surprendre, même les mèches des femmes, les dames achètent des cheveux là à 250, 300 000. Il faut les taxer à la douane. Commençons par là. Lorsque vous allez demander à un Camerounais qui est à Garib Gombo, à Youmedjok, où moi je vais, je dirais peut-être à Bipindi, ou au fin fond de Ndom là-bas, de payer une carte d'identité à 15 000, alors qu'on a un SMIC à 41 000, moins de 42 000. Comment il va payer sa carte d'identité partie de Ndom pour arriver à Aideya ou à un commissariat à 42 000? Comment est-ce qu'il peut le faire? Votre discours est en totale contradiction avec mon discours veut tout simplement, non. Vos camarades sur d'autres plateaux. Mais oui, ça c'est leur point de vue. Mais moi je vous dis que j'ai adhéré au DRDPC en 93. J'avais à peine 21 ans. Et c'est parce que j'avais autour de moi des gens très proches du chef de l'État qui me parlaient de lui et je voyais ses actions. Je vous dis que le chef de l'État est un socialiste démocrate. Il est où? Nous sommes en train d'aller dans un gouvernement ou dans une gestion du pays ultra-libérale, où vous avez des développements comme celui que le professeur vient de sortir, où, oui, l'IRPP c'est bien, oui, professeur, l'IRPP c'est très bien. Mais pourquoi est-ce qu'on n'y va pas progressivement? Pourquoi est-ce que cette imposition n'est pas d'abord, un, sur tous les fonctionnaires, deux, ce qu'on contrôle, parce que le secteur informel n'est pas encore entré entièrement dans la base de données de l'État. Les femmes qui font du poisson là à côté, comment est-ce qu'on va les suivre? Mais on est déjà en train de leur demander de payer une carte d'identité qui quitte de 2800 à 15 000. Est-ce que... Enfin, moi j'ai comme l'impression que les gens
attendez, tenez. Moi, j'ai fait celle-ci en 2021. Je l'ai perdue parce que j'allais dans une société où j'avais un rendez-vous. On me l'a redonné un mois après. Je suis allé faire celle-ci en avril 2024. Elle est récente. Les frais que j'ai payés pour celle-ci, qui va me les rembourser? Ce n'est pas de l'escroquerie. Celle-ci, maintenant, je l'ai faite. Je n'ai jamais eu la carte d'identité elle-même. Il faut aller refaire une autre à 15 000. Quand est-ce que vous l'avez faite, celle-là? En avril 2024. D'accord. Récemment. Celle-ci, 2021, 3 ans, j'ai marché avec un récépissé qu'on a prolongé partout. Qu'est-ce que je fais de mon argent? Combien de milliers de Camerounais ont eu ce récépissé et l'ont? Il n'est plus valable. Combien de milliards sont entrés dans les caisses de l'État? Mais est-ce qu'il est dit que ceux qui ont le récépissé doivent obligatoirement refaire... Mais madame, on vous dit aujourd'hui que la carte D, c'est 15 000. Allez repayer, vous allez recommencer. C'est un processus à refaire. Et on va faire ça électroniquement. À zéro. En ligne. Moi, voilà 2. Une s'est égarée, on me l'a ramenée quelques jours après, je ne l'ai plus prolongée parce qu'elle a fait 3 ans. Les cachets sont partout. Moi, je ne comprends pas. Nous avons adhéré au RDPC jeune. Et on savait que c'était peut-être nous lui donnons une mission messianique. Mais qu'est-ce que vous faites encore dans le RDPC? Je suis dans le RDPC parce que j'y crois. Et j'ai comme l'impression qu'il y a un hold-up. Vous comprenez, madame? Les premiers comme nous, après 85, c'est notre génération. Je suis allé à l'étranger, j'ai été au Canada, j'ai installé le RDPC à Montréal. Mes amis sont là, ils m'écoutent. Je suis un RDPCiste profondément ancré. Mais Comme je le pense professeur tout Messanga simplement, Diamdi à l'époque? je ne l'ai jamais rencontré, le professeur Messanga. Peut-être nous partageons les mêmes points de vue. Moi, j'ai été pendant longtemps au Canada et en Russie. Je suis revenu au Cameroun, j'ai essayé de créer des activités. Et ça marche tant bien que mal. Mais je suis préoccupé par la qualité de vie des Camerounais. Qui, moi, je pense, tout à l'heure, on a parlé, le professeur Alaka a parlé on a besoin de l'argent, l'ajustement de l'assiette fiscale, parce qu'il faut des investissements. Oui, nous allons parler tout à l'heure. La qualité de l'investissement. Exactement. La qualité des investissements, je suis spécialisé dans le secteur de l'énergie. Quand vous faites un barrage comme Menveleux, nous allons en reparler. Ce n'est pas des éléphants blancs et du gâchis. Pour parler de la qualité de l'investissement et même de la dette, ça m'intéresse. Mais moi, je vais revenir très rapidement pour chuter. Oui. La ville de Douala est en fait, pour ne pas dire le Cameroun en fait. Mais on ne dirait pas qui a fait. Moi, j'ai l'impression qu'on a un ministre du football et non un ministre du sport. Voyez-vous, on parlait tout à l'heure des compétitions qu'il y a au stade de Japoma. Mais on ne dirait pas que nous sommes en train de recevoir près de 11 000 athlètes dans la ville de Douala. Pas de communication, pas d'animation, le matériel bug, rien ne marche. Est-ce que c'est sérieux? À mon avis, je pense tout simplement que nous devons nous repenser à l'intérieur de la maison RDPC. Et moi, j'interpelle ici la régénérescence des RDPCistes. Il faut renouveler le personnel et les militants de la maison. Parce que nous commençons à prendre du retard par rapport aux autres formations politiques. Merci. Merci en tout cas, Monsieur Kelbé, d'être avec nous ce dimanche. Face à vous, Maître Lavoisier Tsapi, il est avocat. Bonjour Maître, merci d'avoir accepté notre invitation ce dimanche. Bonjour Léla et merci pour l'invitation. C'est un plaisir renouvelé de participer au débat dans votre chaîne. Je vous ai vu boire du petit lait quand vous écoutiez Monsieur Kelbé. Est-ce qu'il y a un sujet en particulier qui a retenu votre attention ce dimanche? Oui, 2 sujets. Oui. J'ai été... en dehors de ceux qui ont été... j'ai été profondément sidéré par la décision du ministre de l'administration territoriale qui a divisé un groupement de l'Ouest Cameroun en 2, en créant de facto une chefferie supérieure dans un groupement, le groupement Balevin, qui est voisin à mon groupement. Et cette division est provoquée par un opérateur économique. Il y a eu rétropédalage, je crois. Qui réside ici à Douala. C'est face à la levée du bouclier de toute la communauté Balevin que le ministre a suspendu, mais il n'a pas annulé sa décision. Je m'insurge avec la dernière énergie contre ce genre de décision. Parce que
le ministre de l'administration territoriale pose un précédent extrêmement dangereux pour nos chefferies supérieures. À savoir que si quelqu'un a de l'argent, il peut aller monnayer dans l'administration, qu'on coupe son village en deux, qu'on lui crée une chefferie et qu'il devienne chef dans la partie du territoire qu'il convoite. C'est un précédent extrêmement dangereux. Pour l'Ouest Cameroun en particulier, les chefferies ne s'achètent pas. Ce monsieur est allé acheter une partie du village Balevec pour devenir chef là-bas. Les chefferies supérieures à l'Ouest Cameroun et même dans le Grassfield en général ne s'achètent pas. On ne vote pas un chef à l'Ouest. Les chefferies traditionnelles en pays bamléké sont héréditaires. On est chef parce que le père a été chef. Et la succession va de père en fils. Donc, que le ministre de l'administration territoriale vienne dans un groupement de chefferies de deuxième degré, créer une deuxième chefferie de deuxième degré. Comment est-ce que dans cette chefferie-là, on va désigner le chef? Les gens vont s'aligner et voter? Non. Donc, je pense que c'est un précédent extrêmement dangereux. Photo Victor, de regretter mémoire, a construit Banjoun. Quand vous allez à Banjoun, vous voyez les œuvres immenses de Photo Victor. Pas seulement Banjoun, l'Ouest, le Cameroun, Photo Victor a réalisé beaucoup d'œuvres. Mais Photo Victor n'a jamais demandé qu'on divise Banjoun pour lui donner une partie et qu'il soit chef là-bas. Kaji de Fosso a fait des œuvres immenses à Bana, son village. Et il n'a pas demandé qu'on coupe une partie pour lui donner parce qu'il est riche. Prenez Soeng à Bayangam et autres, allez à l'Ouest, prenez les élites économiques de l'Ouest. Personne n'a demandé qu'on divise son village pour lui donner une partie pour gouverner. Donc, le ministre de l'administration territoriale, qui est un fils Grassfield, parce qu'il est originaire du Nord-Ouest, et plus précisément de l'arrondissement de Santa, une région où la tradition des chefs est une tradition sacrée, qu'il maîtrise. J'ai été très étonné que sans aucune enquête approfondie, parce que c'est maintenant qu'il demande au préfet de la Maine-Noire d'aller faire l'enquête, alors qu'il a déjà posé là. Étant un fils Grassfield, il connaît les traditions. Qu'il puisse créer une chefferie dans une chefferie. Vraiment, ça met en danger les chefferies traditionnelles à l'Ouest. Et ça donne l'impression que si quelqu'un a de l'argent, il peut aller couper une partie de son village et en devenir chef. Donc, je soutiens l'opposition farouche du chef Balevec, qui s'est dirigé contre, qui a écrit à la présidence, qui a écrit au Premier ministre, qui a écrit au ministre de l'administration territoriale, dont les correspondances sont portées par les élites de son village. Alors je salue son courage et je salue la fermeté avec laquelle il s'oppose à cet émiettement des chefferies supérieures à l'Ouest, parce que c'est un exemple qui peut contaminer d'autres groupements. Déjà que l'administration coloniale a profondément émietté l'Ouest Cameroun. Oui. Parce que c'était une région très hostile à la pénétration de la colonisation. Il nous a émiettés comme ça, divisés pour mieux régner. Si aujourd'hui on n'autorise que nos chefferies, qui sont jusqu'à présent encore intactes, commencent à être émiettés, c'est un précédent extrêmement dangereux. Merci. Donc je voudrais chuter sur le problème de la carte nationale d'identité. On en parle tout de suite. Tout de suite. Alors, professeur Alaka, on parle justement de l'ordonnance du 20 juin et de toutes les modifications qu'elle contient. On se rend compte que l'État du Cameroun a encore besoin d'argent. Est-ce que vous vous attendiez à ce réajustement quand on sait les engagements du Cameroun? Je voudrais dire ici qu'un pays doit présenter un budget équilibré en recettes et en dépenses. C'est la règle idéale en matière de management. Mais avant de répondre de manière efficace à votre question, je veux dire deux mots. À M. Kelbé. À M. Tout ce qu'il a dit est vrai. Mais moi, mon rôle ici, ce n'est pas de mettre en place les politiques fiscales. Je ne suis rien. C'est de les expliquer. C'est tout. Maintenant, si un responsable du RDPC est contre les politiques du RDPC, je ne peux pas faire de commentaires. Et il a justifié cela par le fait que
la mémoire de certains devrait aller au repos, puisqu'il a dit qu'il faut régénérer la classe dirigeante du RDPC. Il a parfaitement raison, c'est son droit. Je vais aussi dire un mot à Maître Lavoisier. Maître Lavoisier, en 1960, le Cameroun avait 3 millions d'habitants. Aujourd'hui, nous sommes à près de 30 millions. Le Cameroun avait d'abord, je crois, 6 provinces, puis c'est monté à 7, puis à 10, c'est devenu des régions. Je ne crois pas qu'on peut parler d'émiettement. J'essaye de comprendre ce que vous dites. Vous êtes peut-être ancré dans vos traditions, mais les données ont changé. Vous avez hier des chefferies qui avaient moins de 1000 habitants. Aujourd'hui, il y a des chefferies qui ont 20 000, 30 000 habitants chez vous. Moi, je ne vois aucun inconvénient à ce que les pouvoirs publics mettent en place une politique de rapprochement des administrés aux administrations, fussent-elles traditionnelles. Moi, je ne vois aucun mal à ça. Moi, si cela arrivait chez moi, je serais très heureux. Oui, je serais véritablement heureux parce que vous avez des sous-préfectures qui ont peut-être 36 villages. Nous connaissons l'état de nos routes. Pour y arriver, ce n'est pas facile. Mais si une sous-préfecture qui a 36 villages est divisée peut-être en 4 sous-préfectures, le sous-préfet serait plus proche de chaque village. C'est un exemple, c'est pareil pour les administrations traditionnelles, parce que ce sont des administrations coutumières qui incarnent la coutume. Mais si la coutume est la même, et qu'on dit, bon, vous prenez un bout de la coutume pour gérer nos frères qui sont là, nous on garde un bout ici pour gérer, puis on reste toujours ensemble dans le cadre d'une chefferie supérieure. Moi, je crois que ce n'est pas... C'est mon point de vue, hein, c'est pas sans remettre en cause votre position. Donc moi, je crois que le ministre croyait agir dans l'intérêt des populations pour les rapprocher des chefferies, et pour rapprocher même le chef de ces populations, parce que si le chef doit se déplacer sur 30 km et qui doit être obligé d'amener maintenant à se déplacer sur seulement 10 km, c'est lui qui gagne. C'est lui qui gagne en temps et le village se développe, la contrée se développe, les infrastructures entrent et puis lorsqu'on sait qu'une chefferie supérieure, c'est généralement un département ou un grand arrondissement, c'est encore le développement qui rentre. Refermons la parenthèse. Bon, on ferme la parenthèse pour dire que... Pour revenir sur l'ordonnance du 20 juin. D'abord, l'ordonnance ne me paraît pas être conforme à la loi. Je vais parler comme... Monsieur Kelvin. Monsieur Kelvin. Ouais. Parce qu'on ne peut pas sortir d'une loi il y a 6 mois, et puis brutalement, on se souvient qu'on a oublié des choses, et puis on prend une ordonnance. Enfin, on propose une ordonnance au président de la République. J'estime que c'est quand même trop posé. Et lorsqu'on regarde le fond de cette ordonnance, on voit que on a encore renchéri, ou si vous voulez, on a diminué le niveau de vie des populations. Quelqu'un qui a une plantation de cacaoyers et qui doit faire une carte d'identité à... C'est combien? 15 000. 15 pour lui-même. 15 500. Oui, pour lui-même, sa femme, ses enfants majeurs au village. C'est fini, le fruit de son cacao, c'est terminé. C'est terminé. On ne peut pas seulement regarder la ville. Et maintenant, qui va entrer dans le groupe, c'est les étrangers qui sont ici, les Nigérians et autres. Pour eux, c'est du pain béni. Ils vont rapidement payer et puis ils vont devenir Camerounais par ce fait. Parce que justement, ils auraient payé. La nationalité ne s'achète pas. La nationalité ne s'achète pas. Lorsqu'on est à 21 ans, le système doit générer automatiquement votre carte nationale d'identité. Même à 18 ans. Tout à fait. Le système doit générer automatiquement votre carte nationale d'identité, automatiquement votre passeport, sous réserve qu'on vous appelle pour venir faire des photos. C'est tout. Parce que l'identification est maîtrisée. Mais lorsque l'identification n'est pas maîtrisée, on peut tâtonner comme on tâtonne. Un pays qui ne connaît pas sa population est un pays risqué. Parce que vous ne mettrez en place aucune politique. Aucune politique économique, aucune politique sociale. Parce que vous ne savez pas à qui exactement ça s'adresse, quels sont les consommateurs de cette politique et quels sont les utilisateurs de cette politique, dont la population est au centre
de toute politique. Donc si vous ne connaissez pas votre population, vous ne connaissez pas combien vous êtes dans un... Et même son âge, professeur, pour apporter un peu, parce que l'État, sans le couper, normalement, on fait une programmation en fond. Si vous avez une population très très jeune, comme en France, en Europe, globalement, ils ont des blocs très vieillissants. Donc les politiques publiques vont aller pour accompagner cette masse-là. Cette masse de cette population. Vous terminez, professeur. Voilà. Donc, très honnêtement, sur la forme, on n'avait pas besoin d'une ordonnance en ce moment. D'accord. Non, pas du tout. Et sur le fond, cette ordonnance me paraît osée. Voilà. Alors, M. Timba, 2023, revalorisation du prix du timbre fiscal, augmentation du prix des carburants à la pompe, transport, coût des denrées alimentaires, tout ça a suivi. 2024, encore une fois, le prix du carburant a été augmenté. La boîte à pharmacie pour les véhicules, la boîte à pharmacie, l'assurance également, si vous voulez. Écoutez, c'est du libéralisme à outrance. Pourquoi est-ce que l'État du Cameroun a autant besoin d'argent? Parce que ce n'est pas Monsieur Kelbey est très révolté ce dimanche. Parce que ce n'est pas un État. Qu'est-ce que c'est? Les Camerounais n'ont jamais créé un État. Ah, ça aussi, ça va vous étonner, on n'a jamais créé un État. C'est les Français qui ont créé l'État du Cameroun en avril 1957. Alors, le problème, donc, c'est qu'en fait, vous n'avez pas... Il y a quelques éléments qui ont été avancés par le professeur Alaka, la maîtrise démographique, par exemple, une politique économique. Vous n'avez pas l'outil de la politique économique parce qu'il vous faut une politique monétaire en amont et donc une monnaie. En réalité, le problème que nous avons au Cameroun, c'est qu'on ne fait pas du management. On fait, si vous voulez, de la comptabilité matière. Et on se rend compte que, ah oui, il manque une bouteille d'eau, on va en acheter. Ah, en fait, les allumettes, il n'y en a plus, on va en acheter. C'est-à-dire que si vous prenez la moindre PME à Douala, on ne gère pas comme ça, en dehors de celles qui sont, toutes celles qui sont un peu structurées, ce n'est pas comme ça. Si vous dites, vous réveillez en juin et vous dites, ah oui, on va prendre une ordonnance sur telle ou telle chose, le budget lui-même, il est exécutoire depuis peut-être 2 ou 3 mois, ça veut dire que ce budget, il a un problème, il a été mal ficelé. Et de toute façon, pour certains comme nous, quand on l'a lu en janvier, on a dit, bon, enfin en décembre, janvier, on a dit, bon, ok. Parce que le problème que posent ces ordonnances, c'est celui de la vision économique de notre pays. C'est celui de l'articulation entre les besoins réels de la population et les solutions qu'on dit formulées par les dirigeants en réponse à ces besoins. On voit que l'articulation n'est pas du tout, elle ne se fait pas. L'autre chose, je n'ai de cesse, je vais le répéter aujourd'hui, cette façon cavalière de gérer l'identité au Cameroun est extrêmement dangereuse. Ça met le pays en danger parce que l'identité, ça relève des éléments structurels, systémiques et fondamentaux de ce qu'on appelle la sécurité nationale. Si vous ne faites pas attention à ce genre de choses et que vous le gérez de manière aussi cavalière, c'est très dangereux. Je n'ai de cesse depuis quelques années de proposer à l'État du Cameroun une solution simple. Et cet État on voit qu'ils essaient de commencer à intégrer la technologie, il y a pas même la plateforme des déclarations, etc. Mais il faut intégrer davantage la technologie dans la gestion de l'État. La technologie, ce n'est pas que les dernières voitures à la mode. Ce n'est pas que ça, la technologie. La technologie, par exemple, c'est de dire, c'est quoi l'identité? Mais l'identité, prioritairement, ça veut dire un numéro. Qu'est-ce qui est fondamental dans votre carte d'identité, en fait? C'est le numéro, puisqu'il y a pour certaines choses, on vous demande juste le numéro de carte d'identité. Donc, à partir du moment où c'est le numéro, on va régler une série de problèmes qui existent dès la base. C'est-à-dire que vous voulez commencer à gérer l'identité, ce n'est pas une histoire de ça coûte tant ou ça coûte tant. Si vous savez créer de l'argent, j'ai commencé par vous dire l'État ne commencez pas à créer l'argent. Si vous créez de l'argent, si vous savez créer de l'argent, ça ne vous coûtera pas beaucoup d'argent. Bien au contraire, c'est une opportunité économique qui vous rapporte de l'argent. Donc, dès qu'un Camerounais naît, vous lui créez son numéro, et aujourd'hui, vous avez un système, par exemple, comme la blockchain, que vous pouvez utiliser, qui fait que, parce que ce n'est plus modifiable, si la personne décède, le jour où elle décède, en fait, il y a une fermeture, tout simplement. Donc, vous avez un numéro unique à la naissance,
Et donc, on n'aura plus tous les problèmes où moi, j'ai vu, par exemple, un de mes enfants, pendant 3 mois, il n'avait pas de carnet à la mairie de Douala 3e. Il n'y a pas de carnet pour établir l'acte de naissance de l'enfant. Et la conséquence, c'est que j'ai dû passer par le tribunal, et c'est 1 an après que le tribunal ordonne que la mairie, est-ce que vous avez déjà comment on appelle ça ? Le registre pour établir l'acte de naissance. Que c'est sérieux ? Un système informatique, c'est simple. On crée le numéro de la personne qui vient de naître et automatiquement, à 18 ans, selon les paramètres qu'on aura arrêtés, ça génère votre carte nationale d'identité. On n'a même pas besoin de commencer à dire, vous venez. À la limite, la seule chose... Votre carte d'électeur. Et votre carte d'identité, encore qu'à ce moment-là, on n'a même plus besoin de vous faire une carte d'électeur. Puisque vous avez un numéro unique. Donc, ça génère simplement une carte nationale d'identité. Et là, ça prend vraiment le nom de carte nationale d'identité. C'est-à-dire, ça vous identifie en tout. Et dès que vous avez cette carte nationale d'identité, elle permet, puisque le passeport est un document différent, ça permet tout ça se poursuit par votre passeport dont les éléments sont prêts. C'est-à-dire que c'est à la demande. Il suffit que vous en fassiez la demande et il est automatiquement fait. Au moins le premier. On va même jusqu'à arrimer la carte santé dessus. Tout ce qui vous identifie passe par votre carte nationale d'identité parce que ce soit les questions de santé, que ce soit vos diplômes, que ce soit... En fait, tout ça est lié, votre retraite plus tard, tout ça est lié à votre numéro qui a été généré dans le système. On fait les choses simples, on travaille moins, ça coûte beaucoup moins cher que les tonnes de registres qu'on doit acheter tout le temps. Et du coup, vous ne comprenez pas, quand vous avez une telle vision, vous vous demandez, mais comment ils font pour en arriver à 15 500 ? D'abord, il y a un problème. Il faut que l'État du Cameroun cesse de nous enfumer. 15 500, c'est pour payer quoi? Quelle est la structure de prix? Il y a quoi derrière? On fait une carte à 5 000. C'est pour faire quoi? 5 300. Mais allez dans toutes les banques, on vous offre des cartes hyper sécurisées. Elles sont gratuites. Pourquoi est-ce que pour faire la carte nationale d'identité, il faut 15 500? On met quoi dedans? Il y a quoi dedans? Ce qui est pire, c'est qu'on prend votre carte nationale d'identité, c'est un étranger qui va faire tout ça. Mais comment vous expliquer? C'est-à-dire que nous avons un système, et je vous ai parlé de sécurité nationale dès le départ. Nous avons un système où il y a un type qui n'est pas camerounais, qui connaît combien de généraux nous avons, ils ont quel âge, ils ont quel niveau d'études, ces types ont quel marqueur spécifique, leurs photos, ils ressemblent à quoi, etc., etc. Ils ont pris quel poste au moment où ils viennent faire leur carte d'identité. Tous nos enseignants d'université. Mais les gens s'amusent avec ce qu'on appelle les enseignants d'université. Les enseignants d'université, c'est l'une de vos ressources les plus importantes dans un pays. Ah oui. Et vous avez donc un type qui est le seul à en avoir la base de données. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Tous vos étudiants, c'est-à-dire les futurs dirigeants de votre pays, des parlementaires, des conseillers municipaux, des chefs d'entreprise, des membres du gouvernement, les futurs présidents de la République. Il y a un type qui en a la base de données. Un Français. Qui en a la base de données. Est-ce que vous vous rendez compte même de ce que nous faisons au Cameroun? Moi, on a l'impression qu'il y a un problème à Yaoundé. Mais je viens de vous dire, vous savez, madame, il y a un tel agacement, souvent, à regarder ce que notre gouvernement fait. Et il applaudit. Il est conscient qu'il a fait quelque chose d'extraordinaire. Si vous prenez des ordonnances tous les 6 mois sur des questions structurelles, systémiques comme celle-là, parce qu'après, on peut prendre des ordonnances pour ajuster les budgets, parce qu'il y a eu un choc pétrolier, parce qu'il y a eu une catastrophe, quelque chose comme ça. Mais il n'y a eu aucune catastrophe au Cameroun qui justifie que vous faites une ordonnance. Une ordonnance, c'est un élément exceptionnel. Ce n'est pas quelque chose, une décision quotidienne de gestion. Il n'y a rien eu. Donc, si vous prenez une ordonnance sur la carte nationale d'identité et vous dites que oui, bon, désormais, on va l'avoir en 48 heures, avoir sa carte d'identité en 48 heures, ce n'est pas une performance. Ça doit être quelque chose qui se génère automatiquement. C'est-à-dire que je suis né il y a 18 ans, lors de mon 18e anniversaire, mon pays se souvient que je suis né et génère automatiquement ma carte nationale d'identité. Donc, ça n'a rien d'extraordinaire. Si vous mettez ça en 48 heures, c'est un problème. Donc, je voudrais terminer en disant une petite chose à Maître Tchapi. Nous devons faire attention quand nous parlons de l'histoire de notre pays. Parce que le fait que ce que nous faisons souvent au Cameroun en disant, vous parlez de l'Ouest, vous dites, c'est une région qui était réfractaire à la colonisation. Il ne faut pas dire ça comme ça. Si vous dites ça comme ça, vous le laissez croire et ça passe dans 40 ans. Il y a des jeunes gens qui vont écouter cette émission, ou dans 200 ans.
Ce qu'ils retiendront, c'est que l'Ouest était réticente à la colonisation, mais tout le Cameroun a refusé la colonisation, monsieur. Donc, si vous ne dites pas ça comme ça, vous êtes en train d'entretenir les divisions que les Occidentaux ont créées chez nous. Le Cameroun tout entier, il n'y a pas un seul, il y a toujours 2-3 petits traits ou 2-3 petits gens. Mais le peuple, Cheikh Anta Diop appelle ça les nations. Bon, ici on appelle ça les tribus, les gens disent n'importe quoi, ou de plus en plus les communautés. Les nations camerounaises et africaines, il n'y en a pas une seule. Toutes étaient contre la colonisation. Il faut toujours rappeler ça surtout. Alors, monsieur Kelbé, donc la carte d'identité est désormais à 15 500 francs CFA. Avec vous, j'aimerais qu'on interroge l'incidence sur le quotidien des Camerounais. Ouh là là, il est énorme. Il est énorme parce que si moi je rentre, c'est mon niveau de la masse des Camerounais qui gagnent le SMIC ou qui sont même encore en dessous du SMIC. Vous savez, quand vous gagnez un SMIC, j'essaie d'évaluer, parce que j'ai du personnel qui travaille pour moi, que ce soit pour les questions de sécurité ou domestiques. Je les imagine en train d'enlever 15 000, rien que pour leur carte d'identité. Les problèmes qu'ils me posent souvent, je pense que ça va créer beaucoup de problèmes dès cette rentrée de septembre. Parce que figurez-vous, lorsque vous gagnez 41 500 et qu'il faut enlever 15, il faut cotiser pour avoir 15 000. Je ne sais pas si, même en enlevant 1000 francs chaque mois, vous allez avoir les 15 000. De vous, ça dit le 41 000, là, vous voulez seulement avec 40 000. Vous laissez 1600. Il vous faut un an pour avoir la carte d'identité en 2025 seulement, avoir cet argent. On suppose que vous allez aller à pied. Si vous êtes à Douala, mais si vous êtes à Mulundu et que vous allez aller au commissariat de Mulundu, je ne sais pas, ou alors de Garigumbu, ou moi je vais souvent à Wandelele, c'est pas évident. Donc très honnêtement, sortons parfois de nos grandes villes, Douala, Yaoundé, Bafoussam, Garoua, et peut-être Ngaoundéré, sortons de ces grandes villes. Pensons à nos Camerounais, à nos compatriotes de l'arrière-pays, qui eux aussi sont des compatriotes, des Camerounais, et qui ont besoin des identifiants tels que la carte d'identité. Pour payer un billet de train, chez moi dans l'Union Ikele, il faut payer la carte d'identité. On te demande la carte d'identité pour payer ton billet de train. Pour aller rendre visite à ta fille qui a accouché ou quelque part, tu prends le bus, on te demande ta carte d'identité. Alors, moi je me rappelle que je ne sais pas sur quelle chaîne de télé, j'ai aperçu un jeune homme qui a fait tout un tabac dans un commissariat parce qu'il n'arrivait pas à avoir sa carte d'identité et il fallait qu'il fasse quelque chose pour son épouse. On risque... Non, moi je connais le chef de l'État, quelqu'un de très magnanime. Je vous ai dit que c'est un socialiste démocrate. Il faut réviser cette décision-là. C'est pas lui qui l'a signé? C'est l'ordonnance. Je vous ai dit, j'ai dit dans une chaîne de télé un jour, les gens m'en ont voulu, que les gens apportent souvent des informations erronées au patron. Ah non. Non, je veux dire, le patron, au-delà des informations. Monsieur Kelbé, pour m'accorder une minute, non, c'est pas possible. Le président de la République ne peut pas. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas justifier ça comme ça. Si des gens, s'il est possible de faire signer au président de la République, on parle du président de la République, hein, on n'est pas en train de parler. Arrêtez un peu, on parle du Cameroun. On parle du... Non, pas du tout. Non. C'est mon temps de parole. Hein. Oh, je vais vous le rappeler. D'accord, ok. Voilà, vous allez développer. Je vous ai demandé, vous m'avez dit ok. C'est pour ça que allez-y. Non, merci. Ce que j'essaye de vous la faire comprendre aux Camerounais. Oui. Le chef de l'État a fait un discours, je crois en 2007, où il disait qu'il connaît les sacrifices que les Camerounais ont consentis pendant cette période de récession. Je crois que c'était en 2017. On disait c'est la deuxième fois que nous demandons de serrer la ceinture. Il sait que les Camerounais souffrent. Il sait que les Camerounais ont de la peine à même manger, ne pas dire inscrire leurs enfants à l'école. Mais s'il sait comment vous justifiez une décision comme celle-là est préparée à la base. Elle est préparée par des conseillers, par des collaborateurs, ainsi de suite. Mais il y a le volet social qui doit être pris en compte. Et puis moi, ce qui m'amuse, je vais rentrer dans mon domaine de prédilection. Toute
ces décisions, même celles des impôts où on dit qu'il faut l'IRPP, mais sans énergie, vous pensez qu'à Molundu, où il y a l'électricité, comment est-ce qu'on va faire ça? Avec quel ordinateur, avec quelle machine? Vous pensez qu'à Garikombo, il y a déjà l'énergie? Quand vous lisez le SND 30, je ne parle pas du DSCE, SND 30 qui a été retoiletté et revu, les fondamentaux pour que le Cameroun décolle et qu'on arrive à cet élargissement, l'assiette fiscale, où on aura le contrôle de presque 60 à 70% des recettes, c'est l'énergie. Même le numérique, on ne pourra pas faire toutes les collectes nécessaires dans le numérique parce qu'il va nous manquer d'électricité. Et il nous manque d'électricité parfois parce que certaines personnes font des choses à dessein. Vous quittez la Sanaga, vous allez faire des barrages ailleurs. Après, on lève les yeux au ciel pour dire on attend la pluie. Dieu va nous envoyer la pluie. Est-ce que c'est ça, être sur l'axe du SND 30? Moi, je me pose beaucoup de questions. Je pense tout simplement que, à titre privé, les Camerounais entourés des aînés comme le professeur Alaka, nous devons créer un cercle de réflexion pour ce pays, où nous allons parfois sous-sceller, trouver des canaux pour aller donner des documents au chef de l'État. Pour lui dire à la base, mais vous pensez que ces gens qui sont là-bas par décret sont les plus intelligents? Ce n'est pas ça. C'est les plus brillants? Faut laisser ça. Moi, je suis surpris qu'aujourd'hui, on a un Cameroun ultra-libéral. D'accord. C'est ça mon problème ici. Maître Lavoisier Tsapi, la carte nationale d'identité à 15 500 francs CFA. Oui, merci. Permettez-moi avant de revenir sur la carte d'identité, de revenir au propos. Rapidement, oui. Pour dire que je ne partage pas beaucoup son avis. L'État ne crée pas les chefferies traditionnelles. Prenons la ville de Douala. Nous avons des chefferies traditionnelles ici qui existent depuis la nuit des temps. Tout à fait. Malgré l'accroissement astronomique de la population, elles n'ont pas varié. L'État n'a pas créé des chefferies ici. Donc, les chefferies, ce n'est pas l'État qui les crée. Les chefferies existent. L'État prend acte et travaille avec les chefs. D'accord. Si on rentre à l'ouest, prenez une chefferie comme le royaume Bamoun, qui part de Magba, à la frontière de l'Adamawa, jusqu'à Fumot. Non, jusqu'à même dans le Mbab. Oui, bien sûr. Alors, c'est un royaume vaste qui couvre près de 200 km linéaires, mais il y a un seul roi, le roi de Bamoun, il n'y a pas deux. Vous prenez l'amido de Rebouba, qui trône sur 3 départements. On n'a pas divisé son royaume pour créer d'autres chefferies. Alors, comment est-ce qu'à Balevin, un village qui est à 10 km linéaires, c'est-à-dire que d'un bout du village à l'autre, c'est à peine 10 km, on vient là-bas créer une chefferie de 2e degré, alors qu'il y a une chefferie de 2e degré qui existe depuis 1700 quelque chose. Ce n'est pas que le pays est vaste, on est en pleine campagne, on est en pleine zone rurale, ce n'est pas en ville. D'accord, on referme la parenthèse. Le ministre a eu tort de faire ce qu'il a fait. Maintenant, pour oui. Je suis vraiment très gêné que les économistes du président trouvent qu'il faut aller chercher l'argent même là où il ne faut pas. La carte nationale d'identité. En Chine, qui a plus d'1 milliard d'habitants, la carte nationale d'identité est gratuite. En Chine, on ne paye pas. Aller au Gabon, c'est 3500. Au Gabon, la carte nationale d'identité. Je pense que le gouvernement ne manque pas les moyens de subventionner la carte d'identité pour qu'elle soit gratuite. Déjà, quand le président Paul Biya avait fixé le montant de 2800 qu'il faut payer par les populations, il avait tenu compte de l'état de pauvreté des Camerounais. Et quand il a mis 2800, c'était parce que l'État subventionne le reliquat. Donc, ce qui plombe le développement de notre pays, c'est d'abord la malgouvernance. Une malgouvernance qui est caractérisée par de mauvaises politiques économiques. Les autres panélistes l'ont relevé. Les mauvaises politiques économiques. Les gens sont plus enclins à voir ce qu'ils gagnent dans les projets de développement que la bonne réalisation de ces projets de développement. Quand il y a par exemple un projet de construction d'une route,
La plupart de ceux qui interviennent sur ce projet, chacun voit d'abord ce qu'il va se mettre dans la poche. C'est ça qui plombe l'autoroute Yaoundé-Douala. C'est les détournements. Voilà, 60 km, ça prend plus du budget de l'autoroute lui-même. Qu'est-ce qui justifie ça? C'est des mauvaises politiques économiques, la malgouvernance, les détournements impunis de fonds. Les gens détournent massivement de fonds. On les voit, on les connaît. Personne n'ose les sanctionner. On ne les relève pas de leur fonction, on ne les sanctionne pas. Les détournements impunis de fonds. Le train de vie astronomique de l'État. Qu'est-ce qui peut justifier que on construit la maison de fonction du président du Conseil économique et social à 2 milliards? Une résidence. Et on fait payer les Camerounais pour avoir une carte nationale d'identité. Qu'est-ce qui peut justifier qu'on achète le véhicule de fonction d'un fonctionnaire, d'un haut commis de l'État à 300 millions? Un véhicule de fonction. C'est-à-dire que si l'État pouvait revoir son propre train de vie, si les gens pouvaient vivre rationnellement en fonction de ce que l'État veut investir dans le social. Le chef de l'État a même souvent prescrit que la réduction du train de vie de l'État soit une priorité. Nous avons travaillé dessus avec des propositions au Premier ministère. Le chef de l'État. Mais alors l'application, c'est comme la décentralisation. Est-ce que le train de vie du chef de l'État lui-même, est-ce que son train de vie y réduit? Il y a beaucoup de coupes. Regardez les prix d'hôtel à Genève. Il y a beaucoup de coupes. Le chef de l'État est sorti, il n'est pas sorti depuis combien d'années? Il n'est pas sorti. Il n'est pas sorti. Quand il sort, il part avec les mallettes d'argent. Donc, moi je pense que si l'État réduit son train de vie de l'État, à commencer même par la présidence, vous savez que la présidence, là, ce n'est pas le budget qui est inscrit là qu'on exécute. À la fin de l'année budgétaire, allez voir ce que la présidence a dépensé. Et vous savez que la Chambre de comptes n'a jamais fait les comptes de la présidence. Nous sommes l'un des rares pays où la Chambre de comptes ne peut pas regarder ce que la présidence dépense. Et généralement, ça n'a rien à voir avec le budget de l'État. Donc, l'exemple vient d'en haut. Si le président réduit et fait qu'à la présidence, la gestion soit transparente, la Chambre de comptes peut aller regarder et rendre public un rapport sur voici comment la présidence a réduit ses dépenses. Voici comment la présidence fait qu'on économise sur l'argent de l'État. Ça va se répercuter dans les ministères, dans les administrations publiques, etc. Et puis, vraiment, ça dit, je trouve cette ordonnance et toutes les mesures qui ont été prises, y compris les étrangers. Parce qu'aujourd'hui, là, tu es un étranger au Cameroun, s'il faut renouveler ton titre de séjour, tu dois payer extrêmement cher. Si tu veux entrer au Cameroun, si tu es un étranger, c'est plus de 100 000, c'est 150 000 pour un étranger qui veut entrer au Cameroun ou pour un Camerounais qui veut. Donc, cette ordonnance n'est pas venue au hasard. Parce qu'elle vient un an avant l'élection présidentielle. Cette ordonnance vise à freiner la délivrance des cartes nationales d'identité, à freiner les inscriptions sur les listes électorales, et elle vise à influencer la prochaine élection présidentielle. C'est pas vrai. Elle est prise à dessein. C'est une ordonnance de nature politique. L'objectif, c'est d'empêcher les Camerounais de s'inscrire sur les listes électorales et d'aller voter. Parce que nous sommes tous d'accord sur ce plateau que le Camerounais est pauvre. Pauvre par la faute de l'État. Regardez les salaires des fonctionnaires par rapport à tous ces impôts-là. Regardez les salaires dans le secteur privé. Vous qui êtes dans le secteur privé, vous savez que le Code du travail ne favorise pas l'employé en matière de salaire. Donc, cette ordonnance, moi je crois qu'elle est extrêmement grave. Il faudrait que le président de la République la retire. Très bien. Il faut qu'il annule cette ordonnance-là parce que mon cher frère, le professeur d'université, vous a dit que la carte d'identité, c'est un élément essentiel pour la sécurité, non seulement du pays, mais même pour la sécurité du citoyen. J'ai peur qu'après la carte d'identité, on ne vous dise que même pour avoir l'acte de naissance, maintenant il faut payer, parce que l'acte de naissance est encore gratuite. Maintenant qu'on s'attaque à la carte nationale d'identité, ils vont encore venir chercher l'argent sur l'acte de naissance. De manière que si vous accouchez votre enfant, vous allez à la mairie, on va vous dire payer 10 000 avant, alors que l'acte de naissance pour le moment est gratuit. C'est des choses extrêmement graves et ça prouve que
il n'y a rien de social dans la politique du renouveau. Professeur Alaka, on l'a vu avec Maître Tapi et M. Kelbé, ces augmentations ouvrent une nouvelle fois le débat sur la gestion des finances publiques. J'aimerais justement qu'on parle de la courbe de dépenses de l'État, comptable, on va dire, sur les 5 dernières années, au moment où on parle d'asphyxie du peuple avec de nouvelles augmentations, timbre fiscal, je disais, en 2023, carburant 2 fois, 2023-2024. Comment est-ce qu'elle se comporte, la courbe de fonctionnement de l'État? Vous savez, l'État est dominé... On parle du train de vie. Oui, l'État est dominé par deux choses. La redevabilité, que certains appellent la solidarité, c'est-à-dire ce que l'État renvoie aux citoyens lorsque celui-là a contribué au développement de son pays par le paiement de ses impôts. Maintenant, il revient à l'État et aux personnes que nous désignons comme nos représentants au Parlement de veiller à ce que dans les dépenses de l'État, il y ait une forte dose de social, qu'il y ait une forte dose d'humanisme pour que les choses puissent bénéficier non pas seulement à la superstructure de l'État qui est le gouvernement en termes de frais de mission, dépenses de carburant et autres, mais que sur le plan de la santé, de l'éducation, de la formation, que le commun des mortels des citoyens trouve son compte. C'est quelque chose qui repose sur la tête des gens que nous avons désignés au Parlement. Est-ce que ceux-là font leur travail? Encore une fois de plus, c'est un autre débat. Maintenant, l'État lui-même. Vous savez, quand on met en place des politiques économiques, il y a un reflet, il y a un miroir. C'est comme vous vous mettez devant un miroir, et vous ajustez votre travail, vous dites non, celle-ci ne me convient pas, je vais mettre de l'autre travail. C'est exactement la même chose. Donc l'État voit ce qui est bien pour lui. Quand je parle de l'État, je parle du gouvernement. Oui. Parce que l'État, c'est nous tous. Hein. L'État, c'est une fiction juridique. C'est des populations, c'est le territoire, c'est le gouvernement, et c'est toutes ces choses-là. Donc ici, quand on parle de l'État, je voudrais qu'on parle du gouvernement. Parce qu'il revient au gouvernement de redistribuer ce qu'on peut considérer comme richesse de l'État. Lorsque le gouvernement ne redistribue pas, vous avez parlé de la courbe des dépenses. Oui. Lorsqu'on regarde les dépenses de l'État... Depuis 5 ans à peu près. Depuis 5 ans, on ne peut pas dire que ces dépenses ont apporté au Cameroun la croissance escomptée. On ne peut pas dire que ces dépenses ont permis aux Camerounais de devenir mieux lotis qu'ils l'étaient par le passé. Et même au moment où on parle, on parle de la réduction du train de vie de l'État. Je veux dire, est-ce que à l'analyse de la courbe de dépenses du gouvernement camerounais, on a l'impression que le discours prôné par le chef de l'État est entendu par ses collaborateurs? Bon. Ce débat a été posé ici. Il y en a qui pensent que les collaborateurs inspirent le chef de l'État. Il y en a qui pensent que le chef de l'État ne peut pas être inspiré par ses collaborateurs parce que c'est lui qui décide. En dernier ressort, c'est lui que nous avons élu logiquement. Donc moi, je pense aussi que le chef de l'État est celui-là même qui doit décider en dernier ressort. Parce que c'est lui qui a nos voix. C'est lui que nous avons élu. Et c'est lui qui nous rend compte. Les autres, là, même s'ils sont moustachus, on ne leur rend pas compte. Vous comprenez? Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais ils ne nous intéressent pas. Celui qui nous intéresse, c'est le chef de l'État. Donc, la redistribution de la richesse nationale doit être juste. Et dans un État, le premier bénéficiaire de la richesse de l'État, c'est la population. Le deuxième bénéficiaire, c'est le territoire. Quand on regarde le territoire du Cameroun, il y a combien d'autoroutes? Il faut bien qu'ils nous disent. Voilà ce qui bénéficie au territoire. Lorsqu'on regarde les Camerounais, c'est quoi leur salaire? Ça a été évoqué ici. Maintenant, au-delà de ça, il y a la souveraineté du pays. Lorsqu'on regarde au niveau de la souveraineté, est-ce que l'État engage des dépenses qui permettent au Cameroun d'être respecté à l'extérieur? Vous avez des étudiants partout qui souffrent parce qu'ils n'ont pas de bourse, ou les bourses ne sont pas payées, qui souffrent parce qu'ils n'ont pas l'aide de l'État en tant qu'institution souveraine.
Vous avez des Camerounais qui meurent à l'étranger, qui sont en détresse, les ambassades ne réagissent pas. C'est ça la souveraineté d'un pays. Les dépenses doivent aller vers cela. Et il y a l'indépendance. L'indépendance se conquiert tous les jours. C'est, je crois, l'ancien président qui le disait. Mais l'indépendance, c'est quoi? Mais c'est les institutions internationales où le Cameroun est membre. Est-ce que le Cameroun paye ses cotisations là-bas pour qu'il apparaisse comme un pays digne et respecté, qui peut prendre la parole et être écouté? Parce que regardez, même dans nos tontines au village là, lorsque vous êtes endetté là, et vous ne remboursez pas, quand vous voulez prendre la parole, on vous dit, dis donc, calmez-vous. C'est pas ça? C'est ça. C'est bien ça. C'est quand vous êtes un homme respecté, équilibré, qu'on vous s'accorde la parole. Ce sont ces choses-là qui rendent même un individu fier de lui, respecté. C'est valable également pour les États. Donc moi je crois qu'il faut revoir le paradigme, il faut créer un nouveau logarithme. Je ne suis pas mathématicien, mais j'ai entendu que le logarithme, c'est quelque chose qui est important. Rien. Voilà. Non, professeur, pour ajouter un peu là, ça se justifie ou ça se voit dans la croissance. Oui. Puisque vous parlez de 5 ans. Depuis 5 ans, nous sommes à 4,2 ou 4,6. Donc on a réellement une croissance de 0,04. On n'a pas de croissance. Très bien. Et même le chef de l'État, dans ses discours, le dit. Très bien. Elle est très faible. Vous terminez, professeur. Merci. Donc, je crois que la dépense doit tenir compte de la société. Très bien. Doit tenir compte de l'économie. C'est-à-dire que vous devez avoir des dépenses qui protègent vos entreprises, des dépenses qui protègent votre population, des dépenses qui protègent votre pays. Et dans le cas de ces dépenses-là, eh bien, si on me dit qu'au NOZO, depuis déjà 6-7 ans, rien n'a bougé, alors que nous devrions avoir des dépenses militaires qui permettraient soit de négocier avec ces gens, soit de les soumettre par le fusil et la paix revient, mais ce sont des choses qui permettent de voir si les dépenses sont orientées dans l'intérêt des Camerounais. Monsieur Timba. Je vais terminer pour dire que sur la question de chefferie, là, vraiment, si les Balévins estiment que ce n'est pas bien pour eux, mais il y a d'autres peuples, des gens qui nous écoutent, qui pensent que ce serait très important pour eux. Vous savez, les chefferies traditionnelles ont été décapitées dans certaines contrées par le colon. Non, les envahisseurs. Oui. Parce que moi, je n'estime pas avoir été colonisé. J'ai été envahi et, à l'aide de mes frères qui pactisaient avec le diable. On s'est retrouvé dans une situation où ils nous vendaient et voilà, c'est tout. Parce qu'aucun, il a dit, partout en Afrique, il y a eu une résistance, acharnée contre l'envahisseur. Ce n'est pas le colon. D'accord. C'est lui qui s'est appelé colon. Nous devons l'appeler envahisseur. Et il faut changer de discours. Très bien. Voilà. Donc moi je crois que c'est une question personnelle et une question tributaire de la cosmogonie d'une société. Oui, et je vous le concède. Oui, voilà. Ça tient compte de l'aspect spécifique des chefferies à l'ouest. Voilà, je vous le concède. Monsieur Timba. Mais chez nous, je serais heureux que ça arrive. Monsieur Timba, le professeur Alaka parlait tout à l'heure d'indépendance, une ordonnance qui arrive 6 mois après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi de finances. Est-ce que ce n'est pas parce que le FMI, le Fonds monétaire international, a durci le temps que le gouvernement se sent obligé de chercher d'autres poches pour renflouer les caisses et donc maintenir ses dépenses? Alors, la réponse que je vais vous donner, ça tient moins compte du FMI parce que c'est son rôle. En réalité, c'est banal. C'est un huissier, donc ça n'a pas quelque chose d'extraordinaire pour moi. C'est un huissier. Hein. Un huissier vient chez vous parce qu'il vient faire la saisie. Maintenant, le problème du Cameroun, entre autres, c'est lequel? Qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve là? Et pourquoi est-ce que c'est ce type de solution qu'on envisage? Je suis désolé pour M. Kelbet, c'est le chef de l'État qui signe les ordonnances. Il n'y a pas quelqu'un d'autre dans ce pays qui peut signer une ordonnance. Alors, s'il a signé cette ordonnance, c'est qu'au fond de lui, il a estimé que c'est vraiment la solution à nos problèmes. Vous dites qu'il est social, il est machin. Non, l'État du Cameroun est un État, c'est un État conservateur. C'est un État structurellement de droite. Il n'a rien à voir. Le chef de l'État
je n'ai jamais compris pourquoi les gens ne le mettent pas devant ses propres responsabilités. Mais c'est lui qui a signé l'ordonnance, ce n'est pas un ministre, ce n'est pas un parlementaire. S'il a signé cette ordonnance, c'est qu'il croit intimement, il croit vraiment que c'est ça qu'il faut faire. Le problème, c'est qu'on peut faire autrement. Notre pays est une catastrophe économique, madame. Je vous prends les données du ministère de l'économie du Cameroun. Ils disent que pour 2024, là, on va avoir une croissance de 3,9% et on va avoir une inflation de 5,9%. Je vais expliquer simplement. Croissance du PIB. Le PIB, c'est la valeur ajoutée qu'on a créée. L'inflation, c'est la destruction de cette valeur. Si nous détruisons plus de valeur que nous n'en créons, ça veut dire que nous sommes en récession. En réalité, c'est ça qu'ils ne veulent pas entendre. Ce pays en 2024 est en récession de 2%. Quand vous regardez d'ailleurs les actions, parce qu'après, vous savez, les hommes de science, ce n'est pas le bavardage, vous parlez, ce n'est pas ça qu'ils écoutent, ils regardent vos actions. Quand vous regardez comment l'État du Cameroun fonctionne depuis le début de l'année, vous le ressentez bien. On cherche l'argent partout. On va voir les banques, il faut renflouer la CDC, la Caisse des dépôts et consignations. On nous donne 87 milliards, on jubile, on est content. On prend cette ordonnance-là. Au fond, quand vous regardez ce que ça va apporter au Cameroun, c'est minable. Maintenant, quand vous avez mis tout ça bout à bout et que vous vous rendez compte que le pays est en récession, vous posez la question fondamentale, pour que ce pays crée de la richesse, que faut-il faire ? Nous allons aller par 2 ou 3 petits éléments. Le premier, la qualité de la dépense, la qualité de l'endettement. Vous avez un pays qui prend 845 milliards, les met dans un barrage de 420 mégawatts. Mais vous vous demandez, pourquoi ils les mettent là-bas ? Les mêmes 845 milliards auraient permis à ce pays, qui n'a pas d'électricité, de produire 1350 mégawatts à Douala avec le gaz. Bon, à la fin, vous vous demandez, mais ces gens-là, ils réfléchissent comment ? Bon, vous voyez. Ils réfléchissent comment ? Vous pouvez avoir 1350 mégawatts, c'est-à-dire quelque chose qui est supérieur à toute la production actuelle de votre pays. Mais vous prenez cet argent, vous faites plaisir, je ne sais pas pour quelle raison, à quelqu'un, et vous en produisez 420 seulement. C'est-à-dire que vous produisez le tiers. Mais vous allez quand même rembourser les 845 milliards. Et vous regardez le temps qu'on met à construire le barrage. Je crois qu'on est à 5 ans, c'est ça ? Oui. Et ce n'est pas encore achevé ? Non, pas encore. Les 1350 mégawatts de Douala, on les aurait fait entre 24 et 36 mois. Ça veut dire que depuis qu'on a commencé le barrage de... Memembele. Non. Non, Nachtigal. Bon, regardez-moi un pays. Regardez-moi des gens qui... Regardez-moi un pays. Vous avez un coin au fin fond de la brousse. Les Allemands sont passés par là il y a un siècle. Ils ont appelé ça Nachtigal. Vous avez des gens ils dirigent le pays depuis 64 ans. Ils n'ont pas pensé qu'il fallait simplement appeler ça du nom de ces gens-là. C'est-à-dire que reprendre le nom tel que les populations nommaient le lieu avant les Allemands. Ils continuent à répéter Nachtigal. Une paresse que vous ne comprenez pas. Vous n'avez jamais vu des gens paresseux comme ça. C'est-à-dire qu'incapable de changer même un nom, un simple nom. Et donc, vous voyez la qualité de la... On va s'endetter pour ce genre de choses, ce qui est terrible. Et lorsque vous regardez, le deuxième élément, mais pourquoi on est obligé de s'endetter comme ça ? On est obligé de s'endetter d'une manière aussi scandaleuse, parce qu'on n'a pas de monnaie. On est obligé de tourner là dans le franc CFA. Or, le principe du franc CFA, c'est que les pays qui l'utilisent ne doivent pas se développer. Je vous rappelle que quand on a mis les premières solutions d'électrification à Yaoundé, dans les années, au cours du siècle dernier, vers le milieu du siècle dernier, ce n'était pas pour éclairer les Africains. C'était pour éclairer la petite colonie européenne qui était là. Vous comprenez que c'est la même politique. C'est-à-dire que vous faites 420 mégawatts parce que vous estimez que le type qui est Koumé, mais c'est pas pour lui qu'on fait l'électricité. Mais c'est pas pour lui. Parce que si c'était pour ce monsieur, on aurait choisi la solution de 1350. Oui. Donc ça ferait une meilleure dépense. Ce qui fait que, il parlait tout à l'heure des femmes qui braisent le poisson. Mais on n'est pas obligé de braiser le poisson avec du charbon. On peut le faire avec l'électricité. On n'est pas obligé de rouler avec Là, par exemple, moi je connais quelqu'un qui est arrivé au Cameroun, il voulait adapter des moteurs avec du gaz.
il est moins polluant que le carburant qu'on utilise. On peut avoir des motos qui fonctionnent au gaz. On a là au port de Douala, dans beaucoup de supermarchés ici, comment vous appelez ça, lift trucks. Oui, électriques, qui utilisent du gaz. C'est beaucoup moins polluant et c'est beaucoup moins cher. Donc, vous ne comprenez pas la raison pour laquelle vous regardez la qualité de la dépense. Il dit que, M. Kelber vous dit, le président dit le président. Mais le président n'a pas à dire, il n'a pas été élu pour dire, bon Dieu. Il a été élu pour travailler. C'est lui qui a dit, je veux faire ça, je veux faire ça. C'est ça qu'il faut faire. Donc, le fameux think, le groupe qu'il faut créer, s'il faut en créer un, ce n'est pas un groupe qui va écrire des choses pour aller donner au président. Parce que le rôle des Camerounais n'est pas là de dire au président. Il a dit pourquoi il voulait être élu. Est-ce qu'on a allé lui demander de se présenter et d'être candidat en 2018? C'est lui qui a dit qu'il veut être candidat, non? Donc, il a dit, je veux être candidat parce que je veux faire ça, 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 ça. Si nous constatons en 2024 qu'il n'est pas capable de le faire, qu'il n'a rien fait et que le pays est beaucoup plus pauvre, parce que les Camerounais ne le savent pas. Le Cameroun est beaucoup plus pauvre en 2024 qu'en 1986. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ce qu'on appelle le PNB, de la population, oui, le PNB par habitant, c'est-à-dire que la richesse qui peut être par habitant est beaucoup plus importante en 86 qu'en 2024. Le Cameroun est beaucoup plus pauvre aujourd'hui. Le Camerounais est beaucoup plus pauvre aujourd'hui. Donc, ça veut dire que nous avons à la tête de notre pays un président de la République qui n'a pas pu développer le pays. Et nous avons un gouvernement qui l'a nommé lui-même, c'est lui qui l'a choisi, personne ne l'a obligé, qui n'a pas su l'accompagner, il n'a rien fait. Le type qui rencontre, qui dit, voici ce pourquoi j'ai demandé votre suffrage, je l'ai fait ou je ne l'ai pas fait. Si nous constatons qu'il ne l'a pas fait, on n'a pas à aller lui donner des conseils. On a à lui dire, monsieur, comme il l'a dit lui-même, il va au village, il se repose, quelqu'un d'autre prend la place. Nous devons savoir qu'à un moment ou à un autre, peut-être que le président de la République attend que quelqu'un lui dise ça. Parce que tout le monde au Cameroun passe le temps à lui raconter qu'il faut se représenter, qu'il faut faire ceci, que vraiment on va vous donner des conseils, que c'est son entourage qui ne fait pas le travail. Non, messieurs, c'est le président qui n'a pas de résultat. Parce que le type qui a été élu sur la base d'un programme politique, c'est le président de la République. Donc s'il n'a pas de résultat, il faut lui dire, monsieur le président, allez vous reposer. Laissez quelqu'un d'autre prendre la place. Parce que cette personne peut peut-être avoir plus de résultats. Et le Cameroun vous a beaucoup donné. Il est temps que le Cameroun se prenne en charge et que nous puissions développer notre pays, à commencer par le fait de mettre fin au franc CFA et ensuite de pouvoir désormais nous endetter moins parce qu'on a une dette de 12 700 milliards. Si vous demandez au gouvernement actuel... Dette extérieure ou intérieure? Dette globale. Non, global, elle est même extérieur. Non, officiellement, non. C'est plus, ça c'est la dette extérieure. C'est 4 000 et plus. Non. Voilà, donc on atteint presque les 20 000 milliards de dettes cumulées. Non. Je vous parle des chiffres de la Caisse autonome d'amortissement. Après, on peut douter de ces chiffres. Non, après on peut douter de ces chiffres. Moi, c'est pas la Caisse autonome d'amortissement, c'est un peu plus de 8 000 milliards de dette extérieure, oui. De dette extérieure, voilà. Et on a presque un peu plus de 4 000 milliards de dette intérieure. Et l'année dernière, nous avons quand même dépensé 1 245 milliards service de la dette. Pour n'investir que 1 387 milliards, c'est-à-dire que sur le budget de l'année dernière, on a investi à peine 20%, mais je vous rappelle que encore qu'on a prévu, ça c'était simplement les crédits de paiement, c'était les crédits de paiement. Mais si vous regardez, eux-mêmes ils vous disent qu'on a finalement exécuté que 65%. Ça veut dire que même les 1387 millions, mais comment des gens peuvent être aussi paresseux, aussi incompétents? Ils ne sont même pas capables de dépenser 1387 milliards dans un pays où on n'a pas de route, on n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité. Voilà la rentrée scolaire qui arrive. Il n'y a aucune usine qui fabrique des cahiers et des livres et des crayons à billes, rien du tout. On va tout importer. Et vous vous demandez comment on a 1 387 milliards et les gens ne peuvent tout simplement pas les dépenser. Tout simplement dépenser. Alors, il y a le réalisateur qui vous demande à quoi sert... non, je ne vais pas dire le nom. Monsieur Kelbé, voilà, Monsieur Kelbé, j'aimerais justement qu'on continue de parler de la dette du Cameroun. On a coutume de dire qu'elle est soutenable. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Aujourd'hui, la dette du Cameroun, elle est soutenable? Oui, la dette est soutenable. Qu'est-ce qui la rend soutenable? Ok. Bien, je voudrais d'abord revenir un peu sur une ou deux choses qui ont été dites, et puis je vais argumenter. Je voudrais d'abord rappeler ici que c'est vrai, vous m'avez invité comme militant du RDPC, mais je suis ingénieur. C'est l'expert qui parle, justement. Je suis ingénieur. Oui.
suis ingénieur en mécanique, en génie industriel, en énergie renouvelable. N'empêche que vous êtes quand même militant du RDPC. Une fois que je l'ai dit, malgré mes 3 diplômes d'ingénieur, quand je veux mettre des choses en place, j'appelle le professeur. Je lui dis, papa, grand frère, s'il te plaît, viens m'aider à. Vous comprenez que le chef de l'État, moi je l'ai connu, on m'a toujours dit qu'il est juriste. Oui. Et le chef de l'État est un juriste. Pour diriger un pays, il faut avoir des économistes autour de soi. Ce qui fait qu'il y a un certain nombre de décisions où il n'a pas la science infuse. Parce que c'est un humain comme vous et moi. Il fait donc appel à certains collaborateurs pour l'aider à prendre un certain nombre de décisions. Là qui parle, l'ingénieur ou le militant? Le militant, vous m'avez invité ici comme... N'empêche que vous avez les 2 casquettes. Allez-y. Bon, c'est ça, ce sont ces casquettes qui me permettent d'argumenter un peu. Je voudrais tout simplement faire comprendre à M. Timba que le chef de l'État, bien qu'il ait la décision en dernier lieu, consulte. Poutine est historien. Et il consulte des gens qui certainement lui donnent une approche. Et cette approche peut aller avoir une autre orientation par rapport à celle vers laquelle il va orienter le pays. Ok. Qu'est-ce qui rend la dette Deuxièmement, on va y il aller faut comprendre que l'inflation ou alors la récession dont parlait M. Tib, elle est mondiale. Je crois que le professeur aura plus d'arguments pour nous le dire. L'économie, le Cameroun ne vit pas un vase clos. Wow. Nous sommes un village planétaire. Le Cameroun a des effets exogènes sur son économie interne. Nous avons aussi des effets androgènes qui nous permettent, n'est-ce pas, de ressentir certaines secousses du comportement de l'économie mondiale. Actuellement, le monde sort d'une récession. Mais les économies en Europe sont, les croissances en Europe sont encore très faibles. La France n'enregistre même pas 1% de taux de croissance. Très bien, avançons. Vous comprenez? Avançons. Je vais juste justifier pourquoi est-ce qu'au Cameroun, on ne ressent pas réellement, n'est-ce pas, l'impact des mesures qui ont été prises. Maintenant, pour soutenir notre dette, mais attendez, je pense que même le taux d'endettement du Cameroun est encore raisonnable. Quand vous prenez un pays comme la Côte d'Ivoire qui a dépassé les 25 000 milliards de dettes d'endettement, et que M. Timba nous parle de 12 000 milliards dettes intérieures, dettes extérieures, vous comprenez que le Cameroun a encore du mou, parce que nous avons des économies sensiblement au même niveau. Je prendrai aussi, par exemple, le Sénégal, qui a un endettement. Donc, en fait, ce qui rend soutenable notre dette, c'est la comparaison avec les autres nations. Non, ce n'est pas la comparaison. Je veux juste dire que nous avons du mou. Nous avons des actifs. Lorsque vous parlez, par exemple, prenons les cas les plus proches, les 3 projets miniers que le chef de l'État a cités, que ce soit Kribi, Lola, Lobépi et tout ça, nos ressources humaines soutiennent cette dette. Les investissements que nous avons faits, les routes qui sont créées malgré que l'autoroute n'est pas finie, ce sont des investissements, ce sont des avoirs. Au-delà des ressources, des routes et des investissements, je pense que notre dette est soutenable. Et le Cameroun peut encore s'endetter. Seulement, la qualité de la dette, c'est ça le gros problème. Et lorsque moi j'ai entendu le ministre Motazé même un jour, n'est-ce pas, s'indigner en précisant que la qualité de la dette doit être mûrement réfléchie et qu'on va chercher l'endettement pour des ordinateurs portables, je me demande si on est encore dans le même pays. Vous savez ce qu'on peut faire avec 750 milliards? Avec 750 milliards, vous avez 10 000 jeunes, 10 000, à qui vous donnez 7,5 millions, 10 par région. Ça fait 1000 jeunes par région, 1000. Chaque jeune fait seulement une plantation de bananes, de macabo et tout ça. Parce que même l'Europe s'est développée par l'agriculture et la transformation de l'agriculture. Avec 7,5 millions, tel que moi j'ai calculé, dans la bananeraie, vous avez entre 15 et 20 millions de chiffre d'affaires, avec un bénéfice potentiel d'un peu plus de 6 millions. Vous prenez 6 millions de bénéfices, fois 10 000, vous avez 60 milliards. Vous avez déjà remboursé une bonne partie de cette dette de 75 milliards. Vous comprenez? Donc, il faut, n'est-ce pas, que nos États, en particulier le Cameroun, fassent très attention des projets pour lesquels nous allons
lever des financements à l'étranger. On va parler de la Je dette. vais parler, par exemple, de Menkim, oui. le barrage de Menkim, Je veux juste préciser qui nous a on va coûté parler les de la la dette. tête un peu plus de 100 milliards. On va parler de la qualité des dépenses, De la dette, tout à fait. des investissements, et puis on va parler du process de remboursement. Merci. Professeur Alaka, avant Maître Tsapi, l'endettement du Cameroun est passé de 1379 milliards en 2008 à 12 714 milliards de francs CFA en mars 2024. La stratégie d'endettement à moyen terme prévoit que sur la période de 2024 à 2026, la dette augmente de 8% par rapport au taux actuel pour se situer autour de 50%. Alors, au regard de la vitesse à laquelle on s'endette, est-ce qu'il y a une menace de surendettement? Le problème de la dette tel que moi je l'appréhende peut être difficilement compréhensible par certains esprits très politisés. D'abord, de quelle dette s'agit-il? Disons la dette extérieure. Oui. Parce que pour la dette intérieure, je ne la comprends pas. Parce que ce soit des entreprises publiques ou l'État, il y a un budget, il faut dépenser. Vous ne dépensez pas, mais vous passez des commandes, mais déjà exécutent. Vous ne savez pas comment ils ont fait pour l'exécuter, mais pour les payer, vous envoyez ça à la caisse autonome d'amortissement, ça n'a pas de sens. Ça, c'est la paresse et même de l'incompétence, ou alors de la très mauvaise foi dans la gestion d'un État. Maintenant, la dette extérieure, qui me paraît plus complexe en vertu de la présence d'un élément, d'un inconnu, connu, qui s'appelle le franc CFA. Comment ça se passe? Puisqu'on s'endette en dollars, et que lorsqu'on regarde la convention financière avec la France, on dit que tout ce qui entre au Cameroun en dollars ou en devises s'arrête d'abord en France. D'accord? Puisque nous on a le CFA. Le CFA n'est pas une monnaie convertible. N'est pas une monnaie commerciale sur le plan international. Donc le CFA n'existe pas, donc nos États n'existent pas sur le plan financier à l'extérieur. Donc ce qui existe, c'est ceux qui supportent notre CFA, c'est-à-dire aujourd'hui l'euro. Donc, or la monnaie internationale, c'est le dollar. Maintenant, on s'endette en dollars auprès sur le plan multilatéral, moins sur le plan bilatéral, et les dollars arrivent en France. Où est-ce qu'on met ces dollars en France? On les met bien au trésor français. Si c'est 1000 dollars, prenons l'exemple de 1000 dollars, ça va entrer dans le trésor français. La France va d'abord garder la moitié, c'est-à-dire 500 dollars. J'ai dit 1000, la France va garder 500. Maintenant, la France va nous envoyer ici, est censée nous envoyer ici 500 autres dollars. Mais elle ne le fait pas. Elle nous envoie les CFA. Et elle ne nous envoie pas l'équivalent de 500 en CFA. Et la France nous envoie l'équivalent de 300, parce que pour avoir 500 dollars qu'on va envoyer en CFA, il faut payer 20%. Ça veut dire que la France va garder encore 70%. Et nous nous enverrons que sur une dette de 1000 milliards, 30%, non pas en devises, donc en dollars, mais en CFA. Ça veut dire que tout ce qu'on a emprunté est resté en France. Est-ce qu'avec le CFA, on peut se développer? Non. Est-ce qu'avec le CFA, on peut construire un stade? Non. Est-ce qu'avec le CFA, on peut construire une autoroute? Non, parce que le CFA n'est pas connu au marché international. Donc, est-ce que les gens qui nous présentent les notes de conjoncture peuvent, dans un premier temps, nous dire on a emprunté tel montant en dollars, voilà ce qui est arrivé au trésor camerounais, encore que le trésor camerounais n'existe pas? Est-ce que c'est le papier qui est arrivé ou est-ce que c'est l'argent qui est arrivé? Si oui, qu'est-ce qu'on a fait de ça? Voilà, moi, ma première problématique. Oui. Je crois qu'elle est importante. Voilà, moi, ma première problématique. Donc, on nous brandit des chiffres. Qu'est-ce qu'on fait du CFA qui est inconnu là-dedans? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'on nous dise un mot sur la présence du CFA. Parce qu'on nous présente les comptes en CFA, dans la note de conjoncture. J'aurais souhaité qu'on nous prenne les comptes en dollars. Donc, moi, l'endettement... Yam qui me connaît bien ces questions, il va certainement embrayer. Moi, cette histoire d'endettement, même si c'est soutenable, mais c'est soutenable pour qui? En fait, nous nous endettons pour payer la dette de la France.
Pardon, je peux compléter quelque chose? Allez-y rapidement avant Maître Tsapi. Alors, professeur, le gouvernement du Cameroun a un gros problème. Il ne sait pas communiquer. Parce que même dans cette dette, vous vous souvenez quand l'opération militaire spéciale russe a commencé, notre dette s'est accrue de 500 milliards en un mois. Exactement. Nous n'avons rien acheté, on n'a rien emprunté, simplement du fait de l'appréciation du dollar par rapport à l'euro. Bon, alors, au lieu que le gouvernement prenne la peine, et c'est là où le professeur a absolument raison, mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Vous allez trouver que dans les 8 000 milliards, il y a beaucoup de vapeur d'eau. Au fond, vous risquez de voir que les fluctuations monétaires représentent peut-être 10 à 20% de cette dette-là. Et même plus. Et au moins. Au moins. C'est-à-dire que peut-être même plus. Donc, du coup, du fait du franc CFA, et c'est là ce qui est le plus grave, du fait du franc CFA, nous payons pour des choses qui n'existent pas. C'est-à-dire que nous dépensons, comme c'est le cas en 2023, 1245 milliards, 990 milliards pour ce qui est de la dette extérieure, en réalité, alors que nous n'avons rien emprunté. Quelle est, à votre avis, des gens sérieux, rigoureux, assis, quelle est la décision qu'ils prennent? L'équivalent à peu près de ce que nous avons comme budget d'investissement, sont obligés de le dépenser en service de la dette. Quelle est la décision logique, cohérente qu'on prend? Mais on arrête, on sort de cette monnaie. Et du coup, le gouvernement peut obtenir des soutiens très forts. Au début, quand on parlait de la carte nationale d'identité, je vous ai dit ce que je pensais de la communauté universitaire. Le gouvernement peut obtenir un soutien très fort de cette communauté, mais sur une base purement scientifique, et non pas sur le bavardage ou le militantisme, en expliquant ces choses-là. Et du coup, je sors par là, quand on dit la dette du Cameroun est soutenable, c'est faux. Mais je vais vous dire pourquoi le Cameroun ne fait que répéter cette affaire-là. Le Cameroun répète cette affaire-là en vous disant non, notre dette est à 42% ou 40%, etc. Parce que la politique économique, enfin, entre guillemets, parce qu'il n'y en a pas. Techniquement, on n'a pas de politique économique. Parce que ce qu'on appelle politique économique chez nous est fondée sur un principe totalement erroné en économie qu'on appelle l'endettement soutenable, justement. En réalité, c'est quelque chose de second. Parce que dans des pays comme la Chine, qui se développent, dans des pays comme l'Inde ou la Russie, personne ne parle d'endettement soutenable. Les gens parlent plutôt de l'investissement opportun. C'est-à-dire que, qu'est-ce que nous devons investir pour gagner ci ou ça? Tout à l'heure, quand vous devez avoir les cartes nationales d'identité, mais vous n'allez pas aller chercher là dans la poche des bensikineurs ou des gens qui cultivent le cacao et le café, parce que vous devez faire la carte d'identité à 15 000 francs CFA. Vous vous posez plutôt la question de savoir comment on investit pour que l'État ait suffisamment de trésorerie pour pouvoir couvrir les dépenses publiques. C'est ça qui nous manque et ça fait que nous nous retrouvons là, on n'arrive pas, là le professeur a parlé de la mauvaise foi sur le paiement de la dette intérieure, mais vous voyez que nous avons des choses extraordinaires chez nous. Si vous prenez, vous voyez la plaine d'Embo, là où il y avait la Sodérim, 40 000 hectares cultivables. Depuis des décennies, c'est là. Hein. L'État a dépensé des centaines de milliards pour aménager ça et personne ne pense qu'il faut que l'État produise de quelque chose là. On dépense 180 milliards pour importer 900 000 tonnes de blé, pour faire 715 000 tonnes de farine, alors que si vous prenez 150 milliards seulement, vous mettez là pour faire des ignames, la farine d'igname est infiniment plus nourrissante et de meilleure qualité que la farine de blé, vous pouvez créer ce qu'on appelle un fonds revolving. C'est-à-dire que cet investissement, lui, va vous rapporter de l'argent et je vais vous dire ce que ça va vous rapporter au cours de la première année. Votre chiffre d'affaires, ce sera de 344 milliards de francs CFA. Vous n'aurez mis que 150 milliards. L'État du Cameroun est empêtré dans des ratios, des gros chiffres, des choses qui ne servent à rien. Alors que si vous pensez à l'investissement et non pas à la gestion de la dette, voilà les choses auxquelles vous pensez et vous gagnez de l'argent et vous avez donc une économie plus saine. Effectivement. Vous terminez? Pour terminer, je conclue avec lui pour dire que la notion de dette est évanescente. C'est-à-dire que la notion de dette, c'est propre aux pays sous-développés. Les autres parlent d'investissement parce qu'on prend de l'argent pour investir et développer un pays. On ne prend pas de l'argent pour jouer au jambo. Voilà, parce que c'est du jambo qui s'agit. C'est justement cette question-là, Maître Tsapi. On va y aller avec vous sur un point un peu plus politique. L'une des grandes questions autour de la dette demeure justement l'investissement. Qu'est-ce qu'on a fait de ces 12 000 milliards? Je veux dire, beaucoup estiment que cette dette a surtout servi à enrichir les gestionnaires au détriment du bien-être des populations. Je vais vous prendre un tout petit exemple.
Il me souvient qu'il y a 10 ans, le gouvernement avait signé un accord de prêt avec la Banque islamique de développement. Cet accord, ce prêt, devait financer 300 forages au nord, c'est-à-dire les régions de Garoua et de Maroua. 10 ans passés, le budget a été consommé. Aucun forage n'a jamais été construit. C'est pas vrai. Dans ces deux régions-là, aucun forage. L'argent a été pourtant consommé. C'est un exemple pour démontrer comment est-ce que ceux qui gouvernent gèrent les prêts. Les miettes, comme le professeur explique, là, peuvent arriver. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Je pense que au début de cette émission, j'ai dit quelque chose, à savoir que les projets de développement dans notre pays sont des projets qui visent plus à enrichir la classe gouvernante qu'à travailler dans l'intérêt des populations. On s'est endetté pour les projets de la CAN. On s'est endetté pour l'autoroute Douala-Yaoundé. Mais l'autoroute Douala-Yaoundé, le budget initial, c'était 248 milliards pour faire les 60 premiers kilomètres. Lorsque on fait 60 kilomètres, on s'arrête en pleine forêt. Et le gouvernement se rend compte que l'argent est fini, on est en pleine forêt. Il n'y a pas de connexion avec l'axe, l'ancien axe. Pour faire la bretelle. Il faut s'endetter pour faire la bretelle. On s'endette encore pour 300 quelque chose de milliards pour faire la bretelle. La petite bretelle, là, Oui. a coûté 300 milliards. Environ plus de, près de La 300. petite bretelle, là, Oui. il n'y a pas de pont. Non. Ça a coûté 300 milliards. Environ. Non, c'est une route qui existait même Et déjà. la route existait déjà. Elle Oui. existait déjà. Wow. Eh ben. Donc aujourd'hui, là, les 60 kilomètres, les premiers 60 kilomètres, aujourd'hui, ont coûté à l'État Cameroun, à l'État du Cameroun, près de 600 milliards. C'est des choses que vous pouvez vérifier. 600 milliards. Donc, quand vous prenez cet exemple, quand vous prenez l'exemple du stade Olembe, quand vous prenez l'exemple du stade de Garoua, ça c'est des projets de la CAN. Le stade Olembe n'est jamais fini. Il faut encore aujourd'hui combien de milliards pour que ça finisse? On s'interroge sur... Il faut déjà le réhabiliter. Il y a des hôtels en bas de 5 étoiles. Bon, il y a des hôtels. Donc, quand vous voyez que au Cameroun, 1 kilomètre de route goudronnée coûte environ 9 milliards de francs CFA. 1 kilomètre. On l'a vu avec la route de Japoma. La route qui partait pas la pénétrante est. La route, la route qui partait de l'Ars-Lou jusqu'au stade. Okay. À peine 7 à 8 kilomètres, on a vu combien ça a coûté. Donc ça fait que... Non, mais il y a la mangrove sur cette zone-là. Hein. C'était un marécage. Bon, On aurait pu faire un autre choix. On aurait pu faire un autre choix. Ça, c'est On le n'est pas obligé de marécage, passer par là. ça a des coûts supplémentaires. On aurait pu faire un autre choix. Oui. non, moi je voudrais soutenir que cette dette des générations de Camerounais vont se sacrifier pour la rembourser, sans jamais savoir ce qu'on en a fait, ce que ça a rapporté à l'économie de notre pays. Très bien. Et comme les autres panélistes le disent, quand on s'endette, il faut s'endetter pour s'enrichir. Il faut s'endetter pour que ça produise, pour qu'on soit en mesure de rembourser ce qu'on a dépensé dans l'endettement. Mais au rythme où les gouvernants actuels s'endettent, j'ai peur que le Cameroun va bientôt entrer en faillite. En faillite parce que l'endettement là, on ne sera même plus capable de rembourser. L'État camerounais risque d'entrer en faillite avec cette situation-là. Sur la même question que Maître Tsapi, le gouvernement a présenté un programme d'investissement ambitieux à travers les grands projets structurants. Mais la question que pose Maître Tsapi, c'est est-ce qu'ils étaient bien ciblés? Est-ce qu'ils ont été bien réalisés? Qu'est-ce qu'ils ont apporté à l'économie camerounaise? Ce sont les questions que pose Maître Tsapi. D'accord. Je voudrais très rapidement rassurer Maître Tsapi que le Cameroun ne tombera pas en défaut de paiement. Rassurez-vous. La chance que nous avons, nous sommes un pays béni de Dieu, immensément riche.
Ah bon? Immensement riche. On n'a encore rien, on n'a même pas encore exploité le 5e des ressources. Le président de la République vous a parlé de 3 projets miniers. Attendons qu'ils se mettent en place, vous allez voir. Maintenant, pour revenir à votre question, vous savez, je suis un ingénieur. Et un ingénieur, c'est quelqu'un qui, même quand il fait un avion en papier, il faut qu'il y ait un résultat. Ça vole ou ça ne vole pas. La machine fonctionne ou elle ne fonctionne pas. Moi, je vais vous prendre quelques exemples pour vous dire que je suis très embêté sur la qualité des investissements que l'État du Cameroun a fait par rapport à la dette. D'accord. Je vais commencer par le port en eau profonde de Kribi. Je vais constamment à Kribi. Mais la main sur le cœur, je pense que... Vous êtes certain que vous ne connaissez pas le professeur Messanga Nyamdi? On ne s'est jamais rencontré. Allez-y. Je pense que si on avait mis les mêmes moyens pour rendre plus fonctionnel le port de Douala, le port de Tiko et le port de Limbe, en face du Nigeria, on irait créer une activité beaucoup plus compétitive. À côté, pas en face. Oui, à côté du Nigeria, parce que c'est la même... le port de Lagos. C'est vrai qu'on avait cette envie d'avoir un port en mer. Ils aiment bien dire port en eau profonde. Il n'y a pas des eaux basses. Tout ça, c'est la mer. On ajoute de l'encre sur tous les documents. Port en eau profonde de Kribi. On voulait un port en mer. Limbe, c'est la mer. Tiko, c'est la mer. Oui. Moi, franchement, Madame Galzo, je ne connais pas les raisons qui ont motivé à ce qu'on aille faire un port à Kribi. Il est là. Il a de la peine à prendre. Il a un retard à l'allumage. Nous, on le dit en mécanique, retard à l'allumage. Il n'atteint pas la vitesse de croisière qu'on veut. Je crois qu'après 4-5 ans, c'est un port qui va très lentement. Pourtant, le port de Douala est déjà huilé. Si on lui avait donné plus de flexibilité avec le management de monsieur le DG actuellement, on serait allé beaucoup plus vite. Et avec les mêmes moyens, on aurait Tiko et à côté de Limbe, la Sonara est là. On n'aurait pas vraiment des problèmes d'approvisionnement en carburant aujourd'hui. Ça, c'est le premier projet que je peux, qui m'embête. Deuxièmement, dans mon secteur d'activité, j'ai parlé du barrage de Menvelle. Mais même historiquement, M. Timbaki, là, tout le monde sait que le Cameroun peut devenir comme le Québec en matière d'énergie. Moi, j'ai vécu au Québec, que ce soit dans la ville de Québec ou à Montréal. Le Québec produit l'électricité là, sur le fleuve Saint-Laurent. Ils vendent aux États-Unis, au Kentucky, dans tous les États loin, pas comme le Massachusetts, Boston, qui est à côté, aux autres États du Canada, les provinces, le Nouveau-Brunswick ou bien l'Alberta. C'est l'Hydro-Québec qui produit l'électricité. Avec un fleuve comme la Sanaga. Moi, je ne suis pas comme M. Tiba, ça dit, je reste sur les anciens principes. Ça dit le gaz, les nouveaux, la cogénération, les trucs rapides. Même avec les barrages, c'est un don du ciel. Deuxième potentiel, hydro. Pas globalement, hydro-énergétique au Cameroun, 25 000 MW qu'on pouvait créer. Nous n'avons même pas encore exploité 1200. C'est vrai. Sur la Sanaga, on peut faire 20 barrages. 20. Quand on quitte la Sanaga, on va faire un barrage sur le Ntem. On va faire un barrage sur le Ntem. Après, on regarde le ciel, on dit, il va pleuvoir en mars, en avril, soyez patients. On a déjà mis le béton pour près de 300 milliards. Quand même. Sans qu'on comprenne pourquoi. Je vous dis que le président de la République n'est pas un ingénieur électrique. Non. Donc il y a un problème. Non. Il y a un problème parfois des personnes. Je vous dis que Xi Jinping, je ne suis pas ici à la télé pour vous faire des confidences. Non, c'est ça. Mais je peux vous dire que même pour le deuxième pont du Vouri, ça a été un marché difficile à passer au niveau de la présidence de la République. Mais le chef de l'État a dit, bon, faites. Quoi? Parce que les entreprises qui ont fait ce pont-là, ce n'était pas elles qui devaient le faire à ce coût. À ce coût. Et c'est nous qui remboursons. Mais ça a été fait.
Mais c'est la France. Le consortium Satom, Sogea et tout ça. J'étais à l'inauguration. Le chef de l'État était là, avec plusieurs ministres que je connais très bien. Moi, j'étais ahuri parce que jeune, le deuxième pont sur le Vouli sortait au rond-point Maïtur. J'ai habité Douala 5e. Ce projet était là et c'est l'entreprise qui devait construire l'aéroport de Simalène qui devait faire ça à l'époque. Je vous ai dit que je ne suis pas ici sur le plateau pour déballer la République, mais je vous fais comprendre qu'il y a des décisions qui, ma foi, sont difficiles à prendre à ce niveau de l'État et qui peuvent malheureusement conduire à des gaspillages. Parce que si on se met à étaler les projets foireux, prenons par exemple le projet des radars sur l'axe lourd. Moi, j'ai proposé des solutions au ministère des Transports, au ministère de je ne sais pas encore de qui là, où j'ai fait des correspondances. Chacun a dit que ce n'est pas nous, ce n'est pas nous. Regardez les radars où se cachent les serpents, la broussaille et tout. Les radars fixes. C'est les mêmes radars qu'il y a entre Genève et l'Allemagne. Les mêmes. Sauf qu'eux, ils pivotent un sens, ils regardent Yaoundé, un sens, ça regarde Douala et puis et tout. Or, nous n'avons pas d'électricité en race campagne. Comment les radars, on vient mettre un équipement de 400 millions, multiplié par le nombre sur l'axe lourd, sans électricité, alors qu'on pouvait mettre des panneaux solaires ou on pouvait trouver des solutions. Les projets sont dans l'eau. Donc, en fait, les problèmes d'endettement et de financement au Cameroun, il faut que les aînés comme la Alaka demandent un audit profond. Parlons des perspectives avec vous, des perspectives de remboursement. La dette, on l'a vu, augmente chaque année. Qu'en est-il justement des perspectives de remboursement? La première chose que nous devons faire si nous voulons rembourser cette dette, c'est de sortir du franc CFA. Oui. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire qu'avant tout débat, au fond, c'est de sortir du franc CFA. Sauf que pour sortir du franc CFA, il nous faut un nouveau président, un autre président, un autre gouvernement. Pas forcément, hein? Non. Pas forcément, dans la mesure où ça sera les mêmes ressources. Non. C'est les mêmes ressources. Le professeur Alaka n'est pas ministre. Il n'a jamais été ministre dans ce pays. Monsieur le maître Tchapi n'a jamais été ministre dans ce pays. Donc ce ne seront jamais les mêmes ressources. Le Cameroun a quand même Ce sont toujours des Camerounais. Non. Et justement, est formé dans le même moule. Non. Qui vont y continuer. Non. Monsieur Kelbe, ce que vous proposez, c'est que le chef de l'État soit maintenu et qu'il nomme un autre gouvernement qui Mais je vous dis que dans le RDPC, il y a des ressources. Je vous l'ai dit à l'entame. Madame Ganzo, il ne faut pas qu'il nous embrouille. Non, il nous embrouille. On ne veut pas rentrer. Il veut qu'on écoute ce que le RDPC disent. Il veut qu'on écoute ce que le RDPC disent. Le RDPC bavardé trop. Vraiment, vous avez bavardé pendant 40 ans. Laissez les autres, laissez la place aux autres. Vous bavardez trop. Écoutez, apprenez à écouter. Je ne fais que vous dire ça tout le temps. Vous bavardez trop. Et bavarder en français veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'on parle pour ne rien dire. La conséquence, c'est que le pays ne se développe pas. Donc, écoutez maintenant. Il y a les infrastructures qui sont... Il n'y a rien. Il n'y a rien. Allez-y, monsieur Timba. Le Sénégal, c'est la moitié de votre PIB. La moitié du PIB du Cameroun. Le Sénégal, en 12 ans, a construit 600 km d'autoroute. 600. Vous n'arrivez même pas à construire 60 Mais en voie bitumée, nous n'avons pas plus. Pardon, laissez là-bas le coût du kilomètre d'autoroute, c'est 4,6 milliards. Ça, c'est un Ici, vous faites 18 milliards. Ici, vous faites 18 milliards. En tout cas, la première décision pour pouvoir, la première chose à faire pour rembourser, madame, on sort du franc CFA. Tout de suite. Tout de suite, on sort de là. Le problème avec la sortie du franc CFA, sauf extraordinaire, les miracles existent. Hein. Je vous vois avec votre rosaire, les miracles existent. Le président actuel, parce que je ne parle pas du gouvernement, parce que le gouvernement n'a pas été élu. Et le gouvernement, c'est juste l'outil du président. Le président actuel peut éventuellement se dire, bon, j'ai 90 ans, je vais laisser un héritage à ce pays qui m'a tout donné. Tout. Je n'ai pas conduit la moto comme les jeunes qui conduisent la moto aujourd'hui. Je n'ai jamais été au chômage, comme la grande majorité des jeunes qui ont leur diplôme, ils sont au chômage. Je n'ai jamais vécu dans les marécages, dans les ghettos. Tout ça là, dans les marécages, comme la grande majorité des Camerounais aujourd'hui, je n'ai pas manqué d'eau, d'électricité, etc. Donc je dois laisser un héritage au Cameroun. Il quitte le franc CFA. Il peut le faire. Donc j'ai confiance, j'espère qu'il pourra le faire. Enfin, j'espère qu'il pourra le faire. S'il ne le fait pas, l'autre hypothèse est donc qu'on ait un autre président. Et qu'on ait un autre président, qui soit un président panafricaniste, qui soit un président qui va nous sortir du franc CFA le jour J, c'est-à-dire immédiatement après sa prestation de serment, on sort de là. Deuxième chose, pour pouvoir donc rembourser cette dette et développer le pays, parce qu'en fait, rembourser la dette ne doit pas être une fixation pour nous, ce n'est pas la priorité. Le Brésil, en 1984, a suspendu
le service de la dette. Le Brésil n'a pas disparu, bien au contraire, il est devenu plus riche. Donc le Cameroun va donc pouvoir désormais passer d'une politique économique de gestion de la dette, de la gestion d'une dette soutenable, à une politique des investissements productifs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si j'ai emprunté 100 francs, je dois les emprunter pour être capable de produire plus que 100 francs et rembourser. Donc, je n'accumule pas de dette en réalité. Pas du tout. La dette va exister de manière faciale, de manière, comment on dit ça, sur l'écriture, mais au fond, cette dette-là, je vais pouvoir la rembourser très rapidement et passer à autre chose. La troisième chose qu'il faut faire, c'est que désormais, vous êtes dans un pays où la Russie a produit cette année 454 000 ingénieurs. On en a produit combien? Donc, on ne développe pas un pays. Tous les ans, il y a des soutenances. Comment tu peux dire ça, mon cher? Je n'ai pas dit qu'on n'en a pas produit. Rapidement, monsieur Timba, rapidement. Donc, il nous faut revoir, parce qu'en réalité, nous ne pouvons pas revoir notre système éducatif aujourd'hui, tant que nous sommes dans le système actuel de néocolonialisme français et anglais. Or, si nous avons un système panafricaniste qui est en place, qui est dans un système de souveraineté, de dignité et de liberté, nous allons revoir totalement notre système éducatif en priorisant les STEM, sciences, technologies et mathématiques, pour pouvoir construire notre pays. Et la première chose que cela doit viser, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est d'abord l'agriculture. Il faut que les gens mangent. C'est les 5 piliers, se nourrir, se loger, se vêtir, s'éduquer, se soigner. Voilà ce que nous devons faire. En 64 ans, le système ojolatiste qui est en place là n'a rien fait de tout ça, mais on se dit, ils ont fait leur temps, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Très bien. Qu'ils aillent se reposer et que d'autres prennent la place. Pour ça, là, en 2 minutes, est-ce qu'il est juste de dire que plus la dette augmente et va augmenter, plus l'État va devoir recourir à de nouvelles sources de revenus, conséquences, pression fiscale? En fait, j'interroge l'impact du remboursement de la dette sur monsieur tout le monde, les pressions fiscales. Écoutez, si on ne peut pas changer de paradigme, comme l'explique Yam Timba, c'est-à-dire sortir du franc CFA, il est évident qu'on va avoir besoin de faire appel à de nouveaux financements internes pour rembourser la dette. Et en conséquence, on va aller de la dette vers la dette et vers la dette vers la dette, ainsi de suite. Et de la mauvaise qualité de vie vers la mauvaise qualité de vie. Bien sûr, ça va être un cercle vicieux. Une spirale. Une spirale. Ça va produire l'effet boule de neige permanent. Et le Cameroun aura beaucoup de difficultés. Mais l'espoir n'est pas perdu. D'accord. Les avancées que le Cameroun a connues aujourd'hui n'étaient pas imaginables il y a quelques années. En 90, on a tiré sur des gens qui parlaient de démocratie. Aujourd'hui, on peut s'exprimer librement. Ça veut dire qu'il y a eu des avancées. Donc, à ce niveau aussi, il peut y avoir des avancées. Et c'est pour ça que moi, je suis confiant pour qu'on puisse avoir une monnaie à nous. On nous brandit souvent la gestion de la monnaie ou... Non, la vérité, c'est que le CFA actuel permet au régime de vivre. Très bien. Tout simplement. Et permet à la France de faire du chantage permanent à ces régimes africains qui utilisent le CFA par le financement du terrorisme. Parce qu'il y a des terroristes qui les financent. Mais c'est le CFA. Ils le disent. C'est le CFA. Des experts monétiques comme c'est le CFA. C'est-à-dire que les gars en Chamalière, au Puy de Dôme à Clermont-Ferrand, fabriquent des CFA et viennent verser la nuit aux terroristes. On va permettre à Maître Tchapi de dire un dernier mot et on va sortir de l'émission. 2 heures, ça passe rapidement. Oui, je crois que le président de la République doit reconnaître... En 1 minute et on sort de l'émission. Qu'il a échoué, premièrement. Deuxièmement, qu'il est fatigué au vu de son âge et que le plus beau cadeau qu'il peut donner aux Camerounais, c'est de favoriser l'alternance, l'élection d'un nouveau président pour que le Cameroun change et qu'on espère à un mieux vivre. Merci Maître Lavoisier Tchapi d'avoir été avec nous ce dimanche. Serge-Henri Kelvé, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous allez taper sur les doigts, je vous le promets, par vos camarades et votre hiérarchie. Merci également à vous, Monsieur Yam Dominique Timba. Merci, professeur Alaka. Mais le plaisir est pour moi parce que pour la première fois, depuis que je visite les plateaux de télévision, j'ai eu un responsable du RDPC objectif. Ah ouais.
Tout au long de l'émission ou juste en début d'émission? Non, tout au long de l'émission. Non, tout au long de l'émission. Très bien. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci également à la réalisation, à Yvonne Bézélé et bien sûr au chef Eric Ngando. On se retrouve dimanche prochain sur les antennes de Spectrum Télévision, si bien sûr Dieu le veut. Mais avant, l'émission est rediffusée ce soir lorsqu'il sera 21h30 et demain lundi lorsqu'il sera 13h30. À dimanche, si Dieu le veut. C'est très